Bienvenue à tous dans Radio Dixie. Par contre, si tu es un Français socialiste de base qui est tombé par hasard sur l'émission, tu vas peut-être faire un AVC en regardant Radio Dixie. Donc je préfère te prévenir, c'est à tes risques et périls. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va et toi? Ça va super. Je suis vraiment content parce que dans quelques instants, on va recevoir Sylvain Tiger pour faire un point sur l'énorme bras de fer commercial entre Donald Trump et la Chine. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que ça va partir en couille? Est-ce qu'ils vont trouver une solution? Sylvain va nous expliquer tout ça. Ensuite, on va parler du SAMU mis en cause après la mort d'Anthony, père de famille de 36 ans. Minute par minute, on va écouter son appel avec une femme médecin du SAMU qui donne envie de faire des choses peu catholiques, comme vous allez l'entendre. Une femme médecin. Non, je commence directement directement il dérape. T'es sûr que c'était pas une infirmière? Dès l'intro. L'infirmière, oui. Parfois c'est du racisme, parfois c'est de la misogynie, mais c'est le début de l'émission. C'est que ce soit dans les 6 premières minutes de vidéo. Et on va en profiter pour vous partager les dépenses complètement absurdes des hôpitaux parisiens dans des goodies, des tasses, des casquettes, des choses comme ça, alors qu'ils sont un déficit abyssal. Puis pour terminer, on va voir comment l'Union européenne a consacré 10 millions d'euros dans un programme destiné à réécrire l'histoire religieuse de l'Europe pour y ancrer l'islam comme une composante intrinsèque. Vous ne rêvez pas, ce sont des faits avérés. C'est pas faux dans le sens où dans un siècle, l'islam ça aura vraiment été une composante de l'histoire de l'Europe. Donc, ils prennent juste de l'avance, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais avant de commencer, Baptiste, je crois qu'il y a du nouveau de ton côté. Oui, le premier truc que je veux dire, c'est que on est au printemps et donc ça veut dire tombola saisonnière. Vous savez que avec Chasse au Texas, à chaque saison, on fait gagner un voyage au Texas au profit de l'association SOS Maman Solo. Donc, si vous voulez participer et gagner un voyage au Texas pour 2 personnes avec 2 000 € d'activité au choix, vol et logement inclus, il suffit de faire un don de 25 $ sur la cagnotte de SOS Maman Solo, cette association qui vient en aide aux femmes enceintes isolées. Vous avez le lien de la cagnotte. Pour ceux qui regardent en live, vous avez le lien de la cagnotte dans le chat. Et pour ceux qui regardent la rediffusion, vous avez le lien de la cagnotte tout de suite dans la description. Donc voilà, des dons de 25 $. Ne faites pas de dons en anonyme, parce que sinon, si vous êtes tiré au sort, on ne pourra pas dire que vous avez gagné. Si vous voulez participer plusieurs fois, pas de dons de 50 ou de 75 $, mais faites plusieurs dons séparés de 25 $. Et la dernière chose, c'est si jamais vous rencontrez une difficulté avec la cagnotte, changez simplement de navigateur. Le tirage au sort a lieu mardi, donc mardi, je crois que c'est le 22. Là, de toute façon, même pour les gens qui regardent la rediff, vous regardez la rediff dans les jours qui viennent, donc c'est le mardi prochain, le mardi qui arrive après le post de la rediff. Et on aura le tirage au sort à minuit. Voilà, donc rejoignez notre liste de grands gagnants. On a déjà eu 2 grands gagnants cette année. Donc là, ce sera le 3e. Et puis la prochaine tombola sera en été. Donc tentez votre chance. Maintenant, vous faites une bonne action en faisant un don à une association. Et puis vous pouvez gagner quand même un lot qui est vraiment sympa, en sachant qu'à chaque fois qu'on fait cette tombola, on a environ 400 participations, ce qui est pas énorme dans le sens où ça vous laisse une vraie chance de gagner par rapport à d'autres tombola ou à d'autres jeux comme ça d'argent, etc., où c'est un tirage sur 1000, 10 000, 1 million, etc. Là, ça va, c'est quand même une chance sur 400, ça reste relativement plausible. Yes, c'est un super cadeau parce que presque aucun frais pour le mec qui gagne. Bah, ça dépend. En fait, en gros, oui, le vol et le logement est inclus pour les 2 personnes. Ensuite, ils choisissent 2 000 € d'activité au choix à la carte. Et après, si ça dépasse les 2 000 €, dans ce cas, c'est de leur poche. Mais déjà, avec ça, ils peuvent déjà se faire un beau voyage d'une semaine. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y avait autre chose, mec? Le jerky, peut-être? Oui, le Texas Jerky. Là, le truc d'avant, pour le coup, c'est vraiment, je gagne rien dessus. Là, par contre, le Texas Jerky, le goût du Texas, la qualité française. Rappelez-vous, Texas Jerky disponible sur jerkytexas.fr. Fait en France, ingrédients 100% naturels, produit 100% artisanal et recette 100% texane. Vous avez le Sweet and Smoky et le Spicy and Smoky. C'est disponible. Et puis là, on est à jour sur les commandes et tout. Donc, vous commandez, c'est expédié. Vous recevez très vite. Vous en voulez encore, vous recommandez et ainsi de suite. Donc, allez-y. Produit sain, bon, c'est parfait. D'ailleurs, ça plaît énormément. Les retours, c'est incroyable. Les retours qu'on a sur le produit depuis qu'on l'a sorti, il y a vraiment, c'est du sans faute. C'est bien au-dessus de ce qu'on imaginait, quoi. Les gens ont vraiment adoré. Il y en a énormément de gens qui recommandent, donc ça fait plaisir. C'est génial, c'est de la prot. Si vous voulez faire 100 kilos de muscles comme Baptiste Marché, vous faites du jerky. Vraiment, c'est magique.
Et moi, de mon côté, sur mon Patreon, j'ai depuis la dernière fois posté 2 nouveaux épisodes du podcast À la découverte des abonnés, le podcast où j'échange directement avec vous, les gars. Un avec Victor, professionnel de l'industrie musicale en France, qui nous raconte tout ce milieu dominé par l'État. Création d'entreprises culturelles, fonctionnement du milieu, monopole d'État, formation obligatoire, subventions. Victor nous précise qu'il y a une multitude de petits artistes qui n'en branlent pas une en vivant sur des subventions, sur de l'argent extorqué, notamment des ouvriers. Mais non. Ce Alors tu ça me coupe les jambes, ça. Puis j'ai un autre podcast à la découverte des abonnés avec Alfred, banquier d'affaires, qui nous explique chiffres à l'appui que la France se vide de ses capitaux. Toutes les données chiffrées poussent vers la sortie et les créateurs de richesses qui restent en France, ils sont soit attachés pour des raisons subjectives, soit sont des grosses fortunes slash entreprises avec des montages financiers leur permettant d'échapper aux griffes du Léviathan. Sans oublier, pour terminer, l'émission hebdomadaire Les Méchants Capitalistes, dans laquelle on a reçu la semaine dernière le Braque, le meilleur noir de France, pour parler de l'enfer. C'est vrai que c'est comme ça qu'il s'appelle, faut vraiment qu'il change de surnom. C'est son surnom, Ouais, qui c'est s'est terrible. auto-attribué, pour parler de l'enfer qu'il vit en tant qu'étudiant d'extrême droite à l'université, où il se fait littéralement cracher dessus par les autres Putain, le étudiants. mec, il y a tout, tu sais. Noir, le meilleur noir, étudiant d'extrême droite. Le gars a vraiment envie de niquer son avenir. En plus, il est pauvre, il nous a dit. En plus. Mais c'est ultra courageux parce qu'à faire des centaines de milliers de vues sur Oui, TikTok ouais, et ensuite conscient. ça allait se pointer à la fac marxiste, faut avoir des couilles. S'il y avait plus de mecs comme lui, peut-être qu'on serait pas autant dans la merde. Et ainsi que d'autres sujets d'actualité. C'est tout de mon côté, mec. Moi, sur Patreon, je suis apprécié quand même sur Patreon. Tu sais que j'ai Ah reçu oui, c'est Jackie vrai. Lartigue la semaine dernière. C'est Le vrai. TikToker Jackie Lartigue qui était là pour toute la semaine au Texas, qui s'est éclaté. Et donc, j'ai sorti une vidéo de pêche au Gare Alligator avec lui. C'est sorti là il y a quelques jours. Génial. Bah écoute, tu fais bien de nous préciser. Il y a tellement de trucs de ton côté que tu allais l'oublier, le Patreon. Oui. Et comme je te disais, je te propose maintenant d'accueillir Sylvain Tiger. Allez. Sylvain Tiger, qui avait participé à notre grand live sur les élections américaines. C'est un analyste financier, entrepreneur et créateur de contenu que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube du même nom, Sylvain Tiger, tigre en anglais. Il y parle d'économie, de T'as précisé au crypto. cas où quand même. Pour les Ah, gens tu fais bien de préciser. pour les gens un Pour peu les mongols qui savent bilingues. pas comment l'écrire. Il y parle d'économie, de crypto, de bourse et d'immobilier. Salut Sylvain, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ta présentation? Salut le Guy, salut Baptiste, merci de me recevoir. Alors ouais, moi ça me fait Merci rire à toi parce que d'être tu sais, ici. maintenant sur les médias, à la base Tiger c'était un surnom parce que mon nom de famille était long à retenir et puis tu sais ils se trompaient tout le temps et puis les mecs pensent que c'est mon vrai nom de famille. Donc maintenant les Mais- gens m'appellent Sylvain Tigé. Bonjour monsieur Voilà, Tigé. et ben, figure-toi que nous, on a failli faire ça. La première fois qu'on t'a reçu, c'était sur le live Donald Trump. Sur les élections, on avait le nom et on était tous en train de se demander, ok, est-ce que c'est juste Tigé tout simplement ou est-ce que c'est Tiger? Mais tu sais, on avait peur de dire Tiger parce que si tu Ouais. t'appelais Sylvain Tigé, ça faisait un peu foutage de gueule, tu vois. Donc on était là, ok, qu'est-ce que c'est exactement? Donc je crois qu'on t'avait demandé du coup à l'époque. Non mais bien joué et puis non, je pense qu'on va passer un bon moment et puis comme tu disais, il y a pas mal de choses à dire sur les dépenses sociales de la France, mais on va commencer je crois par Trump, c'est ça hein? Par la Exactement, c'est guerre notre commerciale. sujet du jour. T'as sorti une vidéo à ce sujet-là ou tu vas la sortir dans les prochains jours? Alors, la vidéo sur les prestations sociales, en gros, attends, je te sors le titre parce que le titre il est marrant, tu vois. C'est Tu travailles, il profite, bienvenue dans la France de 2025. Donc déjà, tu vois le titre, on pose le cadre. T'as sur à peu près 68 millions de Français, t'en as 26 qui travaillent aujourd'hui. 26, c'est même 7 pas millions 26 de millions. chômeurs. C'est 26 Français. 26 millions de Je personnes qui plaisante. travaillent pour 68 millions de personnes qui habitent en France. Quel enfer, quel enfer. Ah, bon, je pense que ça va être chiffré, il va y avoir une belle analyse, donc allez voir ça les gars, quand ça va sortir sur la chaîne de Sylvain Tiger. Et puis pour rentrer dans le vif du sujet, nous il y a une dizaine de jours, on a fait dans l'émission un point sur le lancement des tarifs douaniers de Donald Trump. Mais entre-temps, il y a eu du mouvement, notamment un énorme bras de fer entre Donald Trump et la Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe? Oui, en fait, si tu veux, c'est un petit peu la méthode de Trump, c'est-à-dire qu'il l'avait annoncé déjà lors de son élection. Il avait déjà commencé sa guerre commerciale avec la Chine en 2019, tu vois, à la fin de son premier mandat. Tu avais la bourse qui commençait à baisser parce qu'il annonçait qu'il allait augmenter les droits de douane. Et en fait, si tu veux, il reprend ce qu'il avait déjà mis en place lors de son premier mandat. C'est-à-dire qu'il tape fort, c'est la méthode Trump, il te met un coup de poing dans la gueule et ensuite il négocie.
Et en fait, c'est assez drôle parce que sa méthode de négociation, elle ressemble fortement à sa méthode de négociation quand il faisait de l'immobilier, en fait, tu vois? C'est-à-dire qu'il vient, il fracasse le prix et ensuite il remonte en te disant qu'il t'a fait une petite baisse, enfin voilà, qu'il a consenti à faire un pas vers toi alors qu'il t'a mis moins 30 sur ton prix, quoi, tu vois? Bah, c'est un petit peu la même chose. Il annonce des droits de douane qui sont absolument fous. Je sais pas si tu l'as vu, il a mis des droits de douane sur une île où il y a que des pingouins. Il leur a mis des droits de douane, tu vois? Donc c'est-à-dire qu'il a mis des droits de L'ensemble de douane la sur tout le planète. monde. Et ensuite, ce qu'il te fait, c'est qu'il te dit, bah écoutez, je mets une pause de 90 jours et on va tous négocier. Techniquement, c'est possible que cette île de pingouins ait un PIB supérieur à certains pays d'Afrique? Arrête, commence Bah, pas. je rigole, je te laisse Commence continuer, pas, Sylvain. commence Lui, il est taquin, lui. Ouais, mais oui, il aime bien nous foutre dans la merde. Et il aime bien, je pense qu'il a envie, tu vois. Lui, il est en Colombie, il s'en branle, lui. Ouais, il s'en fout, quoi, tu vois. Il est pas extradable, tu vois. Ah là 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 là. Je Et, t'ai coupé, désolé, Non, Sylvain. non, vas-y, continue. Et Ouais. du coup, non, c'est sa stratégie de négociation. Donc en fait, si tu veux, sa vraie cible, c'est la Chine, parce que la Chine, enfin les États-Unis ont un déficit commercial avec la Chine qui est compris entre 260 et 280 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils exportent vers la Chine et ce qu'ils importent, il y a un déficit de 260 milliards en 2024. Donc lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est à combler ce déficit. Et il va le faire de différentes façons. Il va essayer de renégocier avec eux les produits sur lesquels justement il va augmenter les droits de douane. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a déjà les produits électroniques style ordinateur, téléphone, et certains composants sont exclus des droits de douane parce qu'il a annoncé là il y a quelques heures qu'il voulait monter les droits de douane à 245% sur les produits chinois, mais c'est toujours hors téléphone et hors ordinateur. Donc en soi, c'est du cinéma parce qu'en fait, si tu veux, s'il voulait vraiment taper les Chinois, bah, il taperait tous les produits. Et donc là, en fait, Ouais. il se rend bien compte qu'il a besoin des terres rares des Chinois pour justement ses composants électroniques, notamment l'industrie de la défense américaine, qui dépend des Oui. terres rares qui sont aujourd'hui en Chine. Hein. La Chine a presque 70-80% de toutes les terres rares dans le monde, ils ont tout. Donc il peut pas se fâcher non plus avec eux parce qu'il en a besoin pour son industrie de la défense et pour sa technologie. Donc il est Donc complètement dans la négociation. c'est un bras de fer et c'est des Et négociations. en fait, les deux sont complètement bloqués. La Chine ne peut pas se passer du marché américain parce que typiquement, c'est le consommateur numéro un de tout. Donc, de quasiment 80% de ce qu'ils produisent, c'est le consommateur américain. Donc, ils ne peuvent pas perdre le marché. Et l'Amérique ne peut pas perdre la Chine comme producteur. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le dernier, j'ai envie de dire, tu confirmes si je me trompe, Sylvain, mais c'est un peu le dernier maillon qui n'a pas cédé. Parce que quand le coup de pression des droits de douane a marché sur quasiment tout le monde est rentré dans des phases de négociation assez vite et on est revenu à la normale assez vite chez tout le monde. Bon, sur l'Union européenne, ils sont encore un peu en train de se demander ce qu'ils vont faire, mais enfin, ils ont déjà fait une proposition que Trump avait refusée, mais en tout cas, ça montre que tout le monde s'était couché plus ou moins pour négocier. La Chine est le seul qui, comme ils ont un argument en leur faveur, est le seul qui, lui, est rentré dans une négociation dure. Parce qu'en fait, pour les autres, finalement, ils n'avaient pas grand-chose à mettre dans la balance. La Chine a dans la balance les terres rares, et ça, c'est vrai, tu vois. Ils ont quelque chose de poids à faire valoir. Ouais, alors en fait, si tu veux, j'avais regardé, j'avais fait une vidéo là-dessus sur Toxin où en gros tu regardais les exportations de la Chine dans le monde. En fait, les États-Unis, c'est un de leurs clients, mais c'est pas leur client principal. C'est-à-dire que je crois que, si je dis pas de bêtises, à revérifier, c'était 20% sur 100% d'exportation de la Chine. Ah, ok. Un des marchés, qui est le marché américain, c'est 20%. En fait, ils sont plutôt bien équilibrés sur leur marché. Hein. Ils font beaucoup de business avec l'Union européenne, ils exportent beaucoup vers chez nous. Et les États-Unis, c'est une vingtaine de pourcents. Les terres rares, c'est un moyen de négociation qui est très fort, en fait, pour la Chine. C'est d'ailleurs pour ça que Trump va négocier en Ukraine et veut tordre le bras à Zelensky en disant « Salut mon vieux, t'as perdu la guerre, toutes les terres rares et tous les minéraux rares en fait que tu as dans l'est en fait du pays qui a été pris par Poutine, bah maintenant on va l'exploiter tous les deux, tu vas m'en donner la moitié, d'accord ? C'est pour ça qu'il négocie avec les Ukrainiens, c'est parce qu'il se rend compte que dans sa guerre commerciale avec la Chine, il va peut-être se fâcher avec son fournisseur de terres rares et donc son fournisseur critique pour son industrie de la défense et il essaye d'aller récupérer ça un petit peu partout ailleurs et notamment en Ukraine. C'est pour ça qu'il négocie ardemment en ce moment. Toi, tu penses que ça peut partir en couille, qu'il peut y avoir vraiment une guerre commerciale sur plusieurs années avec la Chine? Bah, une guerre commerciale sur plusieurs années, c'est bon pour personne. Donc je pense pas j'espère pas en tout cas qu'il y ait une guerre commerciale sur plusieurs années. Je pense que ça peut durer 6 mois, 1 an. Après, on sait pas. Hein. Tu sais, là au final, si la guerre commerciale dure plus que 6 mois, 1 an, ça sera une guerre physique après, tu vois, parce qu'à un moment donné, il y a des enjeux qui sont beaucoup trop élevés pour juste, tu vois, c'est pas possible. Donc souvent les guerres d'ailleurs physiques, c'est des guerres qui démarrent par des intérêts commerciaux. Hein. T'as besoin d'argent. J'avais fait une vidéo sur la Russie-Ukraine.
Pourquoi la Russie, l'Ukraine sont partis en guerre? Moi, j'avais proposé un axe qui était l'axe économique. Toutes les terres qui ont été annexées en Ukraine par la Russie, bah, tu regardes, hein, c'est des terres qui sont riches en matières premières. Sachant Là, que oui, du l'Ukraine commerce, il y a pas pire. l'Ukraine a un gros emprunt jamais remboursé à la Russie aussi, hein. Ils leur doivent énormément. Bah, l'Ukraine, enfin, si tu regardes l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, déjà, c'est une histoire qui est millénaire, hein. C'est-à-dire que depuis la Russe de Kiev, c'est-à-dire en 1000 et quelques jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine a eu une réelle indépendance que, je sais plus, j'avais fait le calcul, une Oui, soixantaine d'années. Donc en fait, oui. c'est un territoire qui a toujours été entre deux empires, qui a appartenu à l'Empire russe, qui a appartenu au Grand-Duché de Lituanie et puis de la Pologne. Donc en fait, si tu veux, c'est très compliqué, hein. C'est-à-dire Ah que oui. parler de peuple ukrainien sans parler de culture russe ou parler de culture potentiellement polonaise, c'est compliqué. Et d'ailleurs, Frédéric On va pas Bastiat partir disait, sur ce terrain-là parce que là, sinon, non, on va non, te ouais. rentrer sur un deuxième sujet très Pour complexe. revenir sur le commerce, justement, Frédéric Bastiat disait si les marchandises ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. C'est un bon résumé de ce que tu viens de nous expliquer, Sylvain. Et c'est drôle quand même avec l'Union européenne, c'est que t'as Ursula von der Leyen et compagnie qui voyaient Trump comme un infréquentable, un fasciste, qui l'insultait, qui le dédaignait. Et aujourd'hui, ils sont prêts à se mettre à la table de négociation. Comme quoi. Et puis des petits chiffres intéressants, c'est qu'avant le lancement de cette récente guerre commerciale, les grands partenaires commerciaux des USA comme l'Union européenne, la Chine, l'Inde et les autres imposaient des tarifs douaniers bien plus élevés aux USA que les USA ne leur imposaient à eux. Les tarifs douaniers qu'imposaient les USA aux autres pays étaient d'environ 3%, alors que ces autres pays leur imposaient des tarifs douaniers 2 à 5 fois plus élevés. Donc ça aide pas pour le déficit commercial des États-Unis non plus, parce que les entreprises américaines étaient pénalisées pour vendre sur ces marchés-là. Avant que tout le monde se mette à la table de négociation, il y avait beaucoup de pays comme l'Union européenne, etc., où les tarifs douaniers étaient inégaux d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que les États-Unis imposaient à 3% quand l'Union européenne imposait à 20 et quelques. Donc ils étaient perdants sur beaucoup de tableaux avant Ouais, que les choses soient l'Union européenne, renégociées. c'était plutôt 6-7%. Je Tu me avais la rappelle Chine qui plus. était aux alentours de 10-12%. Tu as l'Inde qui était Oui, à voilà, c'est ça. 15%. Donc il y avait vraiment des tarifs douaniers qui étaient beaucoup plus importants d'un côté par rapport à l'autre. Oui, c'est ça. Après, le plus gros déficit commercial qu'avaient les États-Unis, c'était la Chine, hein. C'était Chine-Hong Kong, quasiment 300 milliards. Je viens de retrouver le déficit commercial avec l'Europe, c'est 183, à peu près 200 milliards en 2020. Donc oui, en fait, les États-Unis ont trois gros pays avec lesquels, ou trois grosses régions économiques avec lesquelles ils ont un gros déficit commercial. Mexique, 113 en 2020, Europe, 183, Chine et Hong Kong, quasiment 300 milliards à eux deux cumulés. Donc il a tapé fort sur ces trois-là, et puis au final, ces trois-là sont venus négocier, hein. Le Mexique et l'Union européenne sont venus négocier extrêmement rapidement. Et il reste que la Chine, en fait. La Chine qui a d'ailleurs fait une chose absolument spectaculaire, c'est qu'ils ont dévalué leur yuan pour contrer en fait les droits de douane de Donald Trump. C'est-à-dire que lui, il a mis des droits de douane qui font que les produits chinois sont plus chers. Bah, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en contrepartie? Ils ont dévalué le yuan. Donc ils ont rendu leurs produits moins chers pour qu'au final annuler, si tu veux, l'effet des droits de douane. Donc on est dans une guerre, hein, c'est chaud, hein. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la prochaine étape? Qu'est-ce que ça va être? Moi, je pense je sais pas, parce qu'en fait, si Trump se dit que les Chinois dévaluent leur monnaie pour s'entêter un petit peu dans une guerre commerciale, il peut très bien essayer de pousser la Chine un peu pas à la faillite, mais si tu veux, à pousser la Chine à dévaluer sans cesse son yuan, ce qui serait pas forcément non plus une bonne chose, parce que il y a pas mal de gens qui te disent quand tu dévalues ta monnaie, c'est bien parce que ça te permet d'exporter. Ouais, c'est cool. Quand tu exportes des produits, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta devise nationale, elle vaut moins cher. Donc ça veut dire que tu as appauvri tes épargnants pour soutenir ton industrie et tes exportations. D'accord? Donc c'est pas un outil qu'il faut utiliser non plus de façon illimitée, parce que oui, ok, tu vas exporter de la même façon parce que tes produits coûtent moins cher, mais tes épargnants qui ont mis de l'argent de côté tous les mois, ça veut dire que leur réserve, en fait, leur devise, elle vaut plus rien. Les Ouais, Chinois tu vont vois. pas être contents, mais ils sont habitués à prendre cher de C'est la pas part de comme leur si on leur gouvernement. demandait leur avis, ouais, souvent. Ouais. C'est pas comme si le gouvernement leur demandait souvent leur avis. Et il y a un truc qui est super intéressant, et je suis désolé de revenir dessus, mais je trouve ça fascinant. Toi, tu penses que si la guerre commerciale continue à moyen à long terme, ça va forcément être une guerre militaire? Comment est-ce que tu expliques ça? Euh,
En fait, si tu veux, on en discutait toi et moi hier au téléphone. Je pense que on va peut-être revenir au monde de nos grands-parents et je vais m'expliquer. Euh, Quand tu regardes nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vivaient dans un monde où en gros ils achetaient un frigo et le frigo devait tenir le plus longtemps possible, donc ils achetaient de la bonne qualité et l'idée c'était que le truc dure 10, 15, 20 ans et on payait très cher un produit et on essayait de le faire durer très longtemps. Ok. Aujourd'hui, on est passé dans un monde où on achète un truc et puis tous les 2-3 ans on le casse et on en achète un nouveau parce que c'est pas cher, on veut le nouveau truc. D'accord. Et ça a été rendu possible que parce que justement on a pu délocaliser nos chaînes de production dans des pays où ça coûte pas cher et donc du coup tu peux produire des produits pas chers avec une forte marge et changer tous les 2-3 ans ton produit parce que ça coûte que dalle. D'accord. Si aujourd'hui il y a une guerre commerciale qui force les pays à se démondialiser, à se réindustrialiser, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les produits du quotidien qui aujourd'hui ne coûtent pas cher vont redevenir comme à l'époque de nos parents, enfin de nos grands-parents plutôt, ils vont redevenir chers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moins consommer, on va acheter des choses qui potentiellement dureront plus longtemps, mais ça nous coûtera plus cher et on cherchera plus à consommer dans la quantité et on va dire on va plus être dans la consommation de tendance, on va être dans la consommation de durabilité, d'accord? Donc si cette guerre commerciale se poursuit, et je dis, allez, faisons un scénario 10 ans, bon, imaginons, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de mondialisation, bon, j'y crois pas trop, mais il n'y a plus de mondialisation, on revient aux années 40-50, tu vas en fait avoir le prix de tout ce que tu as autour de toi qui va coûter plus cher. Tout le monde aura du boulot. En Ça tout cas, il semble y peu aura plus de probable boulot. quand même. Comment? Ça semble peu probable quand même parce que rien Ça semble très peu que. probable. Parce que même si ça dure rien que le temps du mandat, le prochain président Il américain va le désinguer. Change ça, ouais. annulera ça. Il y a un point qui m'intéresse. Pourquoi est-ce que forcément intervention militaire, guerre militaire? L'idée, c'est qu'ils se battent déjà à Taïwan. Enfin, les États-Unis et la Chine se battent. Enfin, ils font des exercices militaires en mer de Chine là-haut. La probabilité que ça déborde, s'il n'y a pas d'échanges commerciaux, est beaucoup plus importante. Quand il dit ça aussi, toi tu penses à une guerre ouverte, mais en fait ça peut être aussi simplement des arguments militaires qui sont mis dans la balance, dans le sens où tu vois ce qu'on explique qui se passe avec l'Ukraine maintenant, c'est-à-dire bon t'as perdu, là on commence à mettre de l'économique dans la guerre, dans le délire, bon maintenant on va commencer à parler des terres rares et de l'exploitation des sols, etc. En fait, c'est des choses qui, au bout d'un moment, si tu es bloqué dans une négociation avec la Chine, que ça avance pas, etc., commencer à s'occuper du tas de Taïwan, commencer à s'occuper des places de la Chine en Afrique, etc., là où il y a des choses à récupérer, et commencer à dire, attendez, nous, on commence à mettre des interventions militaires, tu vois, tu vois, sur des choses, sur des terrains extérieurs, pas une attaque frontale de la Chine, et une fois que tu t'empêtres dans un conflit, je sais pas, à Taïwan, en Afrique, quelque part, hop, tu as un argument de plus pour dire, bon allez, désescaladons le conflit, on retire nos troupes, mais en échange, on veut revenir sur les droits de douane, et ainsi de suite. Il n'y aura plus d'intérêt à être diplomate si jamais il n'y a pas d'échanges commerciaux. Voilà. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est déjà ce qui se passe là actuellement. C'est-à-dire que les pays se font jamais, les gros pays se font pas la guerre directement, ils sont pas fous. Ils utilisent des pays vassaux, c'est des guerres par proxy, tu vois. T'as le conflit Russie-Ukraine, t'as des puissances qui sont derrière. T'as le conflit au Moyen-Orient, c'est pareil. En Afrique, c'est pareil. Donc ils vont jamais se faire la guerre. Enfin, je vois mal les Chinois aller attaquer les Américains et vice-versa. Par contre, dans les zones d'influence des uns et des autres, aller foutre la merde, c'est possible. Voilà. Ok, je comprends. Et pour revenir sur l'exemple du frigo qui dure longtemps, parce que c'est quand même assez marquant, aujourd'hui, un Français ou un Américain, s'il veut acheter un frigo très cher qui dure longtemps, il peut le faire ou il n'a pas d'offre sur le marché? Non, il n'y a pas vraiment d'offre. Personne, là aujourd'hui, c'est pas dans les mœurs de consommation, tu le vois très bien. Les gens achètent des choses qui vont durer 2-3 ans et puis. Même regarde sur le textile. Regarde sur le textile. Aujourd'hui, il n'y a plus d'offres textiles dans le textile normal, prêt-à-porter normal, de local. C'est terminé parce que le marché, il y a même plus, parce que même au niveau de la qualité, là aujourd'hui, il y a même plus la différence, elle est plus assez significative pour la différence de prix, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je le sais, puisque moi j'ai fait du textile en France, etc. Je vois bien, tu vois. En fait, c'est impossible. Là, tu mets l'argument du Made in France dedans, tu mets l'argument, mais en fait, tu es plus sur un argument moral que sur un vrai argument commercial, parce qu'en vérité, même qualitativement, si t'es pas sur des trucs brodés à la main et tout, je parle du textile normal de la vie de tous les jours, en fait, tu as de la qualité qui est faite en Chine et c'est quand même, malgré l'exportation, malgré tout, ça reste quand même un coût bien inférieur. C'est exactement pour cette raison que je pense qu'on peut pas revenir dans le monde d'avant, en fait, parce qu'on a goûté, en fait, si tu veux, à tout ça, on a goûté à la qualité moins chère. C'est très dur de dire aux gens maintenant, vous allez avoir la même chose, mais vous allez payer plus cher. C'est quoi que vous voulez, les gars? Est-ce que vous voulez renvoyer les Français produire des t-shirts dans des usines de merde? Ou est-ce qu'on préfère se concentrer sur ce qu'on sait faire et laisser la production justement aux pays comme la Chine,
Moi, je pense que les Français, ils n'ont pas envie de retourner à l'usine pour faire des t-shirts. Après, les Français, à l'heure actuelle, ils n'ont pas de travail. Donc, c'est encore autre chose. Ou les Américains, par exemple. C'est encore autre chose. Mais oui, c'est des débats qui sont complexes. Après, c'est des débats qui sont compliqués sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, il y a quand même des choses sur le textile qui sont problématiques. Et ça, c'est arrivé, on va dire, ça c'est ultra accéléré ces 5 dernières années avec les plateformes comme Shein, Temu, etc. Là, il y a quand même un énorme. En fait, ça induit une surconsommation, là. Tu vois, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le délire de on consomme pour moins cher. Là, on est dire que tu as des centaines de millions d'Américaines, de Françaises, des millions de Françaises, des millions d'Européennes qui consomment 10, 20, 30 fois plus que ce que leur mère consommait en vêtements parce qu'on commande littéralement tous les mois, toutes les semaines, même des gens avec des petits budgets, puisque tu commandes des vêtements à 3 quintes, etc. Et donc, là on vient à une quantité qui cause des problèmes, même écologiques, parce qu'écologiquement, c'est une catastrophe, tu vois. Donc, là on est passé à un autre stade que juste la qualité à moindre prix, tu vois. Ouais, mais ça, en fait, ça permet aussi aux plus pauvres d'acquérir des vêtements, au final. Mais non, mais en fait, oui, mais là, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que là, on n'est pas en mode le pauvre qui a besoin d'un t-shirt pour s'habiller. Là, c'est du plaisir. Ils avaient fait des études sur combien de fois ils sont portés. C'est des vêtements qui sont portés 1 à 2 fois maximum. Mais non, c'est ridicule. Bien sûr, mais parce que toi, ça se voit que ta femme, elle fait pas ça, parce que tu peux demander dans le chat, dans le chat leurs copines comment elles commandent sur Shein, Temu, etc. Tu vas voir, c'est littéralement toutes les semaines, il y a des trucs, tu les vois jamais sortir du placard parce que c'est 3 balles et puis tu peux pas tester avant, tu peux pas essayer. Donc le truc, il arrive, c'est moins bien que ce que je pensais. Bah hop, je rachète un autre, c'est 3 €. Tu vois, puis un autre, Ces gens-là, dans l'absolu, pourraient consommer français s'ils le souhaitaient, mais ils préfèrent acheter à 50 €. Non, parce que tu peux pas acheter tu peux pas acheter du textile à 3 € en France. Non, mais ce que je veux dire, dans l'absolu, t'es pas obligé d'acheter un t-shirt pour l'utiliser 1 ou 2 fois et de le jeter. Ah bah non. Dans l'absolu, il y a aucune obligation. Tu peux acheter un t-shirt un peu plus cher, fait français. Oui, mais... Dans l'absolu, tu peux aller acheter des produits au fermier du coin. Tu peux consommer local si tu le souhaites. Oui, mais là, elles se sont habituées à pouvoir changer de tenue 3 fois par jour, d'avoir tout ça. Ce t-shirt, mec, il coûte 3 $. Il coûte 3 $, j'ai dû le mettre 100 fois. Mais toi, tu vis dans la jungle. Et on parlera même pas de son caleçon. Hein. Oui. Toi, tu vis dans la jungle en Colombie, etc. Tu peux pas te comparer à une Parisienne ou une Américaine de Los Angeles. C'est pas la même chose, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais en fait, l'argument que j'ai envie de donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les producteurs locaux en France, ils se font défoncer par les réglementations, par les taxes, ils sont obligés de vendre aux grandes distributions. C'est très compliqué de faire du local aujourd'hui. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça, je pense que pour le coup, si on avait une vraie... Si là, aujourd'hui, on dérégularisait au maximum et qu'on avait un vrai abaissement des taxes, etc., une vraie politique productive en France, je pense qu'il y a du textile français qui pourrait revenir sur le marché. Parce que oui, il ne serait peut-être pas au prix du textile chinois, mais la différence de prix ne serait pas gigantesque comme elle est aujourd'hui. Et tu pourrais du coup avoir un savoir-faire français, même sur le textile, qui pourrait être intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment trop, on est vraiment trop aux extrêmes des deux côtés, tu vois. Mais si aujourd'hui en France, on pourrait produire des t-shirts à entre 5 et 10 € de qualité française, bah oui, là, je pense que là, il y aurait des gens qui se diraient, oui, ok, c'est pas 3 €, c'est 5, mais ça m'intéresse. Mais là, le problème, c'est qu'on est sûr, c'est pas 3 €, c'est 50. Pour produire un t-shirt à 5 €, moi je pense que c'est très dur, parce que tu as aussi une composante qu'il faut que tu prennes en compte, Baptiste, c'est le coût de l'énergie. Nous, ça a explosé aujourd'hui en France. Donc si tu veux produire en France, pareil, il faut que tu payes ton énergie beaucoup plus cher qu'avant 2020, donc c'est quasiment impossible de produire un t-shirt à 5 €. Si, moi je pense que c'est possible, parce que je te dis, j'ai fait du textile et je vois à peu près. Quand tu veux faire un truc de qualité, un t-shirt, si tu arrives, je parle de quand tu veux faire des grosses quantités. Hein. Le mec qui fait des grosses quantités, il arrive à produire en France, à avoir un t-shirt qui lui coûte, on va dire, entre 15 et 20 balles, on va dire, ok, ou voire si tu produis en grosse quantité, tu peux l'avoir peut-être à 10 balles. Aujourd'hui, avec toi, les taxes que tu as, etc., les charges, faut toi encore que tu fasses un x2 minimum dans le textile. Donc, ça veut dire que si tu l'arrives à 20, tu es obligé de le vendre à 40, c'est le minimum. Mais si demain, déjà, tu n'as plus besoin de faire autant de x2 parce que tu es beaucoup moins taxé, etc., et que l'usine qui produit, le gars qui importe le coton, etc., tous ces gens-là sont aussi moins taxés, je suis quasiment sûr que tu peux diviser par 3. Ouais, mais regarde, au final, si tu baisses tes taxes avec la même énergie, ça veut dire que tu fais un fois 1,5, tu restes à 30 balles, en fait, tu vois. Oui, mais là, c'est que toi. Mais là, il faut aussi comprendre le coût que l'usine, ça leur a pris. Pourquoi ils te le vendent
10, c'est parce qu'eux aussi ils payent des charges monstrueuses, eux aussi ils payent, tu vois ce que je veux dire. Et puis aussi même au niveau de la réglementation, ils doivent avoir certains types de machines, ils doivent avoir certains trucs de sécurité, ils doivent avoir je sais pas combien. Il y a aussi ça, ils payent des charges sociales pour les employés et tout. C'est pour ça que je te dis, moi je te parle d'une refonte totale. On est dans le Parce qu'au niveau de dans la l'énergie, masturbation là, mais au niveau de l'énergie et de la réglementation, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle fait une énergie très peu chère avec le nucléaire, et c'est que les prix sont indexés au niveau de l'Union européenne. Donc là, on est Oui, encore. nous, en fait, il y a- on se rachète notre on se propre produit sabote. beaucoup plus cher, en fait. C'est Ça ça. n'a Ouais, aucun on Donc se sens. l'Union sabote. européenne, ce supra-État vient changer le prix de l'énergie à la hausse de manière complètement virtuelle. Ensuite, tu as la surtaxation, la surréglementation. Donc les entreprises françaises, elles se font défoncer. Il n'y a que les grosses multinationales qui ont les reins assez solides pour survivre, mais toutes les petites entreprises, les producteurs locaux, les moyennes entreprises, elles prennent très très cher. Donc en fait, tu as cet État, autant l'Union européenne que l'État français, qui vient de péter les jambes et qui ensuite vient te donner des béquilles avec les tarifs pour empêcher que d'autres entreprises viennent vendre sur ton territoire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est nous qui finançons ça, hein. Depuis la Seconde Guerre Ah mondiale, oui. c'est nous qui Ah bah ça. avons voulu le rêve européen, l'Union européenne, et en fait, on a financé notre propre mort, en fait. C'est triste, hein. Bon, Pour être compétitif, pour avoir un bon déficit, au contraire, pour avoir un bon surplus, il faut rendre nos entreprises compétitives aussi. Et aujourd'hui, on fait tout C'est ça. pour qu'elles ne soient pas compétitives. C'est ça, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un micmac, que ce soit administratif ou fiscal, qui est tellement complexe qu'en vérité, il suffit pas de supprimer une mesure, de descendre une taxe. Il y a des centaines de choses, et en fait, c'est une refonte totale de l'économie française. C'est vraiment, il faut revoir tout à zéro, que ce soit la production et tout. Donc ça peut pas se faire juste avec le système qu'on connaît. Il y a une vraie question à se poser aussi philosophique pour le pays, en fait, hein, parce que tu fais bien de le dire, c'est une vraie refonte. On a créé une industrie, en fait, si tu veux, du conseil, on a créé une industrie de l'expert comptable, de l'avocat fiscaliste, du fonctionnaire. Et en fait, si tu veux, toutes ces normes, elles ont permis de donner du travail à des gens qui, fondamentalement, en fait, étaient au chômage et ne servaient à rien. Pour une raison qui est simple, c'est que la dépense publique, quand tu payes un fonctionnaire, ça compte dans le système de calcul du PIB. Ouais. C'est un peu fou, hein, mais ça veut dire que quand l'État dépense de l'argent pour des fonctionnaires, il considère que c'est de la richesse créée, on est bien d'accord. C'est plus de la dépense. Du PIB, Voilà, c'est comme si toi, tu vas faire ton shopping et on te dit, bah tiens, ça compte dans le plus et pas dans le moins, en fait. Ça n'a aucun sens. Et le pire dans tout ça, c'est que l'État fait un prêt de 10 milliards, il consomme ces 10 milliards, c'est aussi du PIB. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais pour l'exemple que tu as donné, c'est plus si toi, tu as une entreprise, tu payes tes employés, et lorsque tu payes tes employés, on dit bah ça compte dans le plus parce qu'ils travaillent pour toi, parce que c'est ça en gros l'État. Ouais, Tu c'est payé les exactement fonctionnaires et ça. c'est dans. Bah non, c'est tes employés, c'est dans le moins ça. Le PIB, c'est pas un très bon Déjà. indicateur, sincèrement. Bah si tu veux, en fait, on avait fait et c'était mon pote Olivier qui avait fait une étude là-dessus. C'est un indicateur qui est truqué. Pourquoi ? Parce que dans le PIB, il te compte également la prostitution, il te compte le narcotrafic, la vente de drogue. Donc en fait, en soi, ils ont mis tout ce qui les arrangeait pour avoir une croissance de 1%, quelque chose comme ça. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'au final, la vie des gens ne s'est pas améliorée depuis 2008 ? C'est parce que depuis 2008, la France n'est jamais sortie de sa crise économique. D'accord ? Les vrais chiffres, si tu les retraites, la France est en récession, en fait, mais en récession perpétuelle. Elle ne croît pas. Si la France était en croissance, les gens qui seraient autour de toi, ils auraient une meilleure vie, des salaires qui montent, et ils pourraient payer un immobilier qui leur coûte plus cher parce qu'ils auraient des salaires qui montent. C'est pas le cas. Donc à un moment donné, c'est qu'on a truqué les chiffres quelque part. En fait, le seul PIB qui pourrait être intéressant, c'est le PIB hors dépenses étatiques. Ah oui, bah là, après, si tu fais ça, bah, il reste plus rien. Mal, ouais. Ouais, France, On il est mal. est en négatif. C'est drôle Il ce que reste tu plus dis. rien du En Colombie, pour la petite blague, t'as 40% de l'économie qui est informelle, mais qui est quand même comptée dans le PIB. Oui, Bah, oui, voilà. bah, ils Bah, sont voilà. obligés de faire des choses comme ça, de toute façon. C'est ce qu'on dit quand ils comptent ce qui les arrange. Ouais. Bon, pour en revenir au tarif, là, aujourd'hui, on en est où ? On en est avec donc la Chine. On est bloqué pour le moment au niveau de Trump et de la Chine, c'est ça ? Tous La Chine, Trump a annoncé tout à l'heure qu'il voulait potentiellement monter les droits de douane à 245%, Ouais. mais en fait, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que déjà, au taux de 145, oui, s'ils n'ont pas cédé à 145, ils ne céderont pas à 240. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, on va voir, en fait, si tu veux, ils ont 90 jours, ils vont discuter. À mon avis, le vrai enjeu, c'est ce que je disais au Guise quand on était au téléphone hier, c'est que pour moi, le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est quand tu regardes la Chine il y a 20 ans, en 2000, c'était un pays, c'était un tout petit pays, il valait rien du tout, d'accord ? Ah oui. Tu regardes la Chine en 2020, le PIB a explosé, ils sont à 17-18 000 milliards de dollars, ils sont numéro 2, ils vont passer numéro 1, ils vont dépasser les États-Unis en moins de 20 ans.
Ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est posée en usine des États-Unis et en usine du monde. Les États-Unis ont joui pendant ces 20 ans en fait Et oui, d'une ils ont industrie laissé faire. chinoise qui leur a permis de consommer pas cher, de s'endetter avec des cartes de crédit pour acheter des produits et en fait, si tu veux, assouvir tous leurs fantasmes. C'est super, hein, pendant 20 ans, ça a été cool. Mais aujourd'hui, le constat est simple, c'est la Chine, bah, s'est enrichie, elle a un max de dollars, elle avait en tout cas un max de dollars dans ses comptes en banque, d'accord? Et les États-Unis, ils jouaient avec ça. Ils se disaient, bah écoutez, la Chine, vous avez des milliards de dollars qui sont à nous parce que en fait, on importe de chez vous, donc on vous paye en dollars. Ces dollars, vous pouvez rien en faire. Donc vous allez les réinvestir chez nous. Et en fait, la Chine finançait le déficit américain depuis toutes ces années. Sauf que la Chine, il y a 5-10 ans, elle s'est dit une chose, elle s'est dit, bon, écoute, les Américains, ils sont gentils, mais en fait, leur déficit, ils abusent de leur privilège du dollar, ils dévaluent leur dollar, ils font du déficit, et puis c'est nous qui payons. En gros, nous, l'usine chinoise qui thésaurisons l'argent, qui dépensons pas n'importe comment, bah, nous, on redonne aux Américains qui, derrière, en fait, se foutent de notre gueule. C'est-à-dire qu'ils consomment nos produits, et en plus, on finance leur modèle, leurs dépenses absolument gigantesques. Et les Chinois se sont mis à acheter massivement de l'or et se sont mis à se débarrasser de la dette américaine. Ils en ont vendu pour 50 milliards au premier trimestre 2025 de dette américaine. Et ça, les Américains, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé parce qu'en fait, qu'est-ce que tu leur dis? C'est bah, les dollars que tu as, tu les recycles chez moi, tu achètes de la dette, moi, ça me permet de vivre et, comme un pacha. Tu veux plus faire ça? Ok, bah, on va se battre toi et moi. C'est le début du conflit, c'est vraiment ça pour moi, hein. C'est la Chine qui a refusé de financer le déficit américain et les Américains qui se sont dit, ok, tu veux jouer à ça? Pas de souci, on va jouer. Donc en fait, dans l'absolu, les Américains, en laissant la Chine racheter leurs dettes avec des dollars, ils sacrifiaient leurs futures générations. Non, bah au final, Non, au c'était un deal contraire, qui était parce que super c'était pour eux. rentable pour eux. Pour eux, Bien c'était sûr. bon si ça restait comme ça. Bien sûr. Bien Parce que sûr, parce c'est qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, bah, Parce, tu as des parce que les produits pas Américains ils chers. continuent à s'endetter, techniquement. Non, mais oui, mais au final, attends, c'est oui, un mais État qui s'endette après et à chaque fois que la dette, elle doit être remboursée, tu sais, la dette d'un État n'est jamais remboursée. C'est une dette, en fait, où, en gros, c'est comme si tu avais un crédit à la consommation, tu dois le rembourser demain, bah, après-demain, tu prends un autre crédit qui vient rembourser le précédent. Et en fait, tu vis éternellement sur la dette. C'est comme ça que les États fonctionnent. Et les Mais Américains, en c'est fait, c'est ils un peu avaient une comme une dette pas pyramide chère. de Ponzi. Ouais, en fait, bah, Il y a, il oui, y a- tu il y a- peux il y a- l'appeler en comme fait, il y a un moment où ça marche plus. Il y a un moment où tu es en déficit de paiement, il y a un moment où ça la graisse. ça marche plus si tu es comme en France parce que Ouais. tu grossis chaque année. Et donc au bout d'un moment, là les gens disent non. Et donc s'il y a quelqu'un qui arrête de prendre, bah t'es baisé. Mais c'est si ta baisé, ouais. dette reste, si tu contrôles ta dette, normalement il y a pas de souci puisque c'est pas, Ouais. comme tu dis, c'est pas une pyramide, c'est censé être juste la même chose. Mais la dette, elle C'est est censé être resté exponentielle, dans les clous hein. en fait. Si, si tu t'endettes La dette américaine, elle est exponentielle, elle fait que ouais, grossir chaque année. si tu t'endettes pour de l'infrastructure comme a fait la Chine, c'est-à-dire qu'en gros, la Chine, elle a utilisé les excédents de cash qu'elle a engrangé avec les États-Unis, avec le monde entier, pour faire de l'infrastructure. Ils ont changé leur pays, ils l'ont modernisé. Et aujourd'hui, t'as des ponts, t'as des machins extraordinaires en Chine. C'est vraiment devenu futuriste. Et les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la bêtise, entre guillemets, de le dépenser, en fait. Tu vois, ils ont dépensé cet argent n'importe comment. Et puis, au final, ils se retrouvent aujourd'hui avec une société où t'as des mecs qui sont ultra riches, qui ont des sociétés à Belize et dans des paradis fiscaux. T'as Apple qui a, je crois, des milliards de dollars en fait dans comment on appelle ça, dans les îles, dans des paradis fiscaux, et qui attend en fait des lois, des spécial taxes, ils avaient fait une espèce de trêve fiscale sous Trump où en fait toutes les boîtes qui rapatriaient de l'argent aux États-Unis payaient une espèce de flat tax. Et en fait, c'est un petit peu ça. Pour imaginer ça, en fait, tu as la Chine qui serait quelqu'un qui a investi son épargne dans l'immobilier, et tu as les États-Unis qui achetaient des voitures de luxe qui se dévaluent. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, les élites américaines, elles ont tout pris pour elles, et les élites chinoises, elles ont bien pris pour elles, bien évidemment, mais elles ont redistribué une partie, tu vois, parce que quand tu fais de l'infrastructure, tu fais tourner l'économie de ton pays, tu vois. Et c'est ça le coche que les Américains, ils ont pas fait pendant 20 ans, et puis aujourd'hui, bah, ils ont payé un peu les conséquences, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une société qui est fracturée, et puis du coup, bah, ils sont obligés de se battre. Ils ont pas le choix, parce que sinon ils sont foutus, en fait. Ça, c'est le gros problème parce que la dette, c'est pas forcément mauvais d'un point de vue financier, mais la réalité, Non. c'est que des États-providence comme la France ou comme La, les États-Unis, ils en- dépensent ça dans des Mm. choses qui se dévaluent constamment, La dette, dans il les aides faut. sociales, dans la sécurité La sociale, dette, tu peux la dans le regarder comme complément de santé. une façon de. Moi, c'est ce que j'expliquais à un ami. La dette, c'est comme si tu prenais un crédit à la consommation sur ton futur, ok? Donc, c'est quand même risqué. C'est un crédit à la. En fait, quand tu prends de la dette, tu hypothèques ton futur. C'est-à-dire que tu vends, en fait, entre guillemets, ton futur aujourd'hui, d'accord? Tu t'endettes, tu vas rembourser sur des années. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, bah, le travail que je vais faire pendant 10-15 ans, il va être pour ce projet-là. Donc,
tu hypothèques ton futur. Si tu hypothèques ton futur pour faire quelque chose qui va avoir qui va générer un retour sur investissement considérable, c'est très bien, ok. Tu hypothèques ton futur pour faire de la recherche-développement, pour faire, je sais pas moi, des infrastructures, du nucléaire, tout ce que tu veux, c'est super parce que ça va te permettre d'avoir une énergie pas chère dans le futur. Tu t'es endetté à 10, ça va te générer 200, magnifique, tu vois. Ouais. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est endetté, mais pour payer les gens en fait. Tu vois, on a hypothéqué notre futur pour payer les gens. Nous, c'est complètement différent. Nous, on grossit la dette, donc nous, en fait, c'est de l'impôt futur. Nous, ce qu'on fait Nous, en ce qu'on France, a fait, ouais. nous, Ce qu'on fait en France, c'est quand on vote pour plus de dettes, plus de trucs, en fait, on vote pour plus d'impôts, mais pas pour nous. En Plus fait, en d'impôts pour réalité, nos Baptiste, petits-enfants ou en arrière-petits-enfants. fait, Baptiste, si tu veux, il faut dire les choses, hein. Il y a 50 ans, les mecs qui ont commencé ce système, en fait, ils nous ont baisé nous, en fait, parce que c'est nous Ouais. la première génération qui morflons là aujourd'hui, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, on est la génération sacrifiée. J'avais un prof d'économie qui me disait, bah écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous êtes jeune. La mauvaise, c'est que vous êtes la génération sacrifiée. Et en fait, en gros, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le déficit qu'on a aujourd'hui en France, il a été créé, oui, une grosse partie par Macron. Là, il a pris 1000 milliards de dettes en 2020, mais les 2 tiers ont été contractés par les gens avant nous, en fait. Un tiers par Macron, c'est pas mal quand même. Ouais, mais si tu redistribues les aides sociales, machin, en fait, tu dépenses dans de la consommation, en fait, hein, mais pas dans de l'investissement. À un moment donné, quelqu'un va payer l'addition, ça sera pas toi, ça sera tes enfants. Nous, on paye pire, c'est l'addition qu'on de nos parents, de continue à nos faire la même grands-parents, et chose. puis les autres qui arrivent après vont payer encore l'addition. On est la génération sacrifiée, mais on continue à faire la même chose pour les futures générations. On continue à C'est ça. dépenser comme ça, on Bien s'arrête pas, sûr. on continue à croître. En fait, la Chine, pour vous imager ça, ils prennent des crédits immobiliers intelligents pendant que la France, elle fait un crédit Cofidis à la consommation avec un taux exécrable. Pour acheter des qui va t-shirts rien lui Shine, tu rapporter. vois. Ouais, c'est Ouais, exactement c'est ça. C'est ça, putain. Ouais. Aïe, 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 Ça aïe, va, aïe. Mais C'est- on a juste un dernier problème en fait en France, c'est que quand là je suis en train de préparer la vidéo, c'est que le problème c'est les votes. C'est-à-dire que quand tu regardes en fait la France, l'âge médian c'est 42 ans. Et en fait, les gens qui votent le plus chez nous, c'est des gens qui sont âgés. Donc en fait, ils votent pour un monde et un système qui n'est pas viable sur le long terme, mais en fait, en réalité, ils s'en foutent. Parce que tu vois, quand tu vois les gens qui votent qui ont 60 ans, ils se projettent pas à 30 ans. Tu vois, ils se projettent peut-être à 5 ans. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité jusqu'à la fin pour être tranquille. c'est leur gueule, Et ouais. le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est que les gens qui vont rester dans le pays 20 ans, 30 ans, bah, aujourd'hui n'ont pas en fait les moyens de changer les choses pour l'instant électoralement. Il va falloir attendre encore, je crois, 10 ans, je sais plus, j'avais regardé, mais il faut attendre encore de passer majoritaire et ça va pas être tout de suite en fait. C'est commencer le jeu au niveau très difficile, quoi. Ah bah là c'est surtout en fait commencer le jeu en mode tu vas rien faire pendant 10 ans et pendant 10 ans tu te fais baiser et puis ensuite éventuellement tu auras le droit de voter et tu seras majoritaire et tu pourras changer les choses. Mais même quand tu changes les choses, ça se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre 10-15 ans à se mettre en place, enfin ça va être long, hein. On est parti pour au moins 20-25 ans de crise quoi, tu vois, c'est structurel là en fait, hein. Heureusement que tu es là pour remonter le moral des gens. Pour les gens qui sont là, qui nous regardent, qui sont en France, ça va, là, vous en avez que pour 20-25 ans, selon C'est Sylvain. pour Donc, ça, allez faire des prenez vacances votre mal en avec patience. Baptiste, allez faire des vacances avec Baptiste, allez shooter des sangliers, faites-vous Ouais, plaisir ça. un peu parce que Ouais, parce que de toute façon, là, il y en a pour 25 ans de galère. Mais la réalité, c'est que plus il y a de gens qui vont vivre de l'État, comme tu vas très bien le décrire dans ta prochaine vidéo, plus tu as de fonctionnaires, plus tu as d'assistés sociaux, tu as tous ces retraités qui vivent aussi de l'argent de l'État, Bah, plus tu le as de truc gens, c'est que plus t'as de gens qui vivent du public, ben moins tu as de possibilités de changement. Parce Bah, qu'ils moi, dépendent de ça. exactement, c'est un cercle vicieux. Et moi, je pense pas, en fait, c'était pareil. J'avais une discussion et un débat avec un ami. Moi, je pense pas aujourd'hui qu'en France, moi, je suis en France, je le vois, hein, je suis à Nice en plus, dans une région qui est déjà quand même à droite. Même ici, je vois pas des gens qui veulent réellement bosser. En fait, si tu veux, philosophiquement, le pays n'a pas envie de virer les fonctionnaires, de réduire les dépenses et de se mettre au travail. Le pays adore la rente sur laquelle il est, le pays adore les aides, le pays adore jouir mais sans réellement planifier. Donc on a un problème philosophique, c'est que pour moi, je pense que même le citoyen français de base, il a pas envie de ça, quoi, tu vois. Non, Il mais a pas c'est envie de changer les un choses. problème de. Il y a, en fait, ce que j'explique à chaque fois, c'est que tu as un vase concomitant entre la liberté, les responsabilités et le confort. Et plus de liberté, c'est plus de responsabilité, moins de confort, et plus de confort, moins de liberté, moins de responsabilité. Et en fait, tu peux pas avoir les deux. Donc c'est toujours une question de comment tu vas jauger. Le problème, c'est que au début, il y a une partie des Français qui étaient pour plus de confort, moins de liberté, moins de responsabilité. Aujourd'hui, on en arrive avec des générations façonnées
par le confort, la déresponsabilisation des gens, à des gens qui n'ont plus le choix. Parce que ce sont des gens qui sont incapables de toute façon de prendre des responsabilités, incapables de subir les responsabilités que la liberté. Donc de toute façon, là maintenant, ils sont coincés dans le confort. Et donc bien sûr qu'ils veulent ça, parce qu'ils ne connaissent que ça. Et c'est, tu as pris des poissons, tu les as sortis du lac, tu les as mis dans un aquarium, ils ont mis du temps à s'adapter à l'aquarium, etc. Mais les générations futures, qui elles sont nées en aquarium, il n'y a plus possibilité de les remettre dans le lac. Parce que tu les mets dans le lac, ils se font bouffer. Et d'ailleurs, de leur aquarium, eux, ils ont l'impression que le lac, non, c'est n'importe quoi. Attends, non, l'aquarium, c'est ça l'environnement normal. Le lac, c'est dangereux, t'es malade. Et en plus, dans l'aquarium, ils deviennent de plus en plus faibles psychologiquement. Eh bien sûr, exactement. Ah oui, ils attendent qu'on te saupoudre la bouffe là, de merde. C'est tout là. Et puis, la bouffe de merde. En fait, les crottes. La France du passé, c'est le riche père qui a fondé quelque chose d'incroyable. La France d'aujourd'hui, c'est l'héritier qui délapide tout et qui veut rien branler. C'est bien résumé. Profite de tout ce qui a été construit dans le passé. Et quand tu dis que les Français ils veulent plus rien faire et que tu le vois toi-même, est-ce que c'est pas normal aussi que les Chinois qui se trouvent le cul toute la journée à l'usine, ils commencent à gagner? Après, c'est encore différent, c'est que les Chinois, on peut pas comparer parce que les Chinois, personne ne leur demande leur avis. Encore une fois. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux pas comparer la société en Chine et en France, etc. Parce qu'en fait, le Chinois qui veut travailler ou pas, il n'a pas le choix. Donc c'est encore autre chose. Mais globalement, pour les gens, je sais pas si tu as déjà été en Chine, Sylvain, mais globalement, quand tu vas là-bas, etc., et que tu discutes avec les gens, il y a quand même une espèce de volonté d'améliorer le pays, de travailler pour un avenir meilleur. C'est quand même dans les mentalités, ouais. La grosse différence entre la Chine et la France, je pense que c'est le patriotisme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui en France, il n'y a plus personne qui aime vraiment le pays. Et après, en même temps, comment tu veux aimer un pays qui est façonné par Macron ou aux Jeux Olympiques, t'as un mec qui est là, qui monte son bide en bleu. Tu vois, ça donne pas envie en fait. Donc moi je comprends aussi, parce que c'est-à-dire que la France que nous on a connue, c'est pour ça aussi que moi je vais me barrer à l'étranger. Là, c'est qu'une question de temps. Je suis en train de faire les choses. Moi en fait, j'ai fait le deuil. C'est-à-dire que j'ai dit que le pays dans lequel j'ai grandi, années 90-2000, c'était un très beau pays, mais ça n'existe plus. C'est-à-dire que ça serait vivre dans un monde qui n'existe plus, tu vois. Il faut s'adapter au monde actuel. La France de 2025, ça n'a rien à voir avec la France dans laquelle nous on a grandi. Les gens qui étaient là, déjà, ils sont partis, pour la plupart à l'étranger, ou ils sont décédés. Et là, aujourd'hui, il y a des nouveaux gens qui arrivent, mais ça n'a rien à voir. C'est plus le même pays, tu vois. On vit dans le souvenir. C'est ce que je dis à chaque fois quand les gens me disent mais ça te manque pas la France, mais je leur dis mais moi la France elle me manquait quand j'y habitais déjà, parce que on vit dans le souvenir. Quand tu vas visiter Rome, tu as le Colisée, tu as tout ça, tu as des restes de ce qu'a été l'Empire romain, et tu as des gens qui font de la reconstitution de temps en temps en s'habillant en soldats romains, etc. Et tout le monde sait que l'Empire romain ça n'existe plus. C'est une question de reconstitution. Nous, on n'a pas conscience que ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on voit les cathédrales, etc. On a l'impression que c'est encore réel, alors que non, c'est des vestiges. Et de temps en temps, on va faire une foire au jambon à Bayonne, une feria, un truc comme ça. Et en fait, c'est de la reconstitution qu'on fait. On fait de la reconstitution d'une France qui n'existe plus. Et qu'on le veuille ou non. Et les gens auront beau dire non, Jeanne d'Arc n'a pas déposé les armes, je le ferai pas, mais on s'en fout. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Et voilà, c'est ça. Qui font jamais rien, qui continuent à bien payer leurs petits impôts à la République, qui continuent à bien détruire le pays. Un pays, c'est un peuple. Un pays, c'est un peuple. C'est pas une terre, c'est un peuple. Moi, je suis d'accord avec Baptiste, parce que tu sais, j'avais la discussion avec un ami. Je lui disais, tu sais, qu'est-ce qui fait la valeur de la France? On était en gros débat, tu vois. Il me dit, je sais pas, c'est notre pays, machin. Je lui dis, non, ce qui fait la valeur de la France, c'est pas l'hexagone, le territoire. On s'en fout. Il y a des montagnes, il y a une mer, il y en a partout. Je lui dis, ce qui faisait la valeur de la France qu'on a connu, c'était les gens qui peuplaient ce pays. Tu vois, c'était des gens brillants, c'était des gens machin. Mais vu que ces gens, soit ils sont morts, soit ils ont déménagé à l'étranger, ils sont partis fonder des familles ailleurs, sont partis créer de la valeur ailleurs. En fait, ton territoire, là, de ton hexagone, il est peuplé de nouvelles personnes. Ces gens-là sont moins intéressants, veulent moins faire de choses. Ton pays, automatiquement, il vaut moins, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de logique. Comme on tombe de beaucoup plus haut, on le sent moins. Parce que la France est tellement haute qu'en fait, on tombe de haut. Donc, pendant notre chute, on est encore au 14e étage, là, et on se dit, ça va, il y a des gens qui sont au 6e étage. Oui, mais en fait, quand tu tombes en chute libre, ça va arriver, c'est qu'une question de temps. Dans une bonne dizaine d'années, on est des grenouilles dans une bouilloire qui sentent pas qu'elles sont en train de mourir petit à petit jusqu'à qu'elles meurent. Du moins, les Français en France. En fait, c'est un peu comme les poissons qui veulent rien branler. Ils plongent dans l'aquarium français. Et les esturgeons sauvages qui veulent construire quelque chose, ils se barrent de l'aquarium français, quoi. Exactement. Regarde, vous êtes partis. Moi, je vais sûrement partir. Enfin, il y a plein de gens comme nous qui avant la trentaine, qui
qui partons et qui sont ces gens. Au final, c'est nous qui nous levions à 6-7 heures, qui bossions 70 heures semaine pour payer les impôts de tout le monde. C'est nous qui partons, tu vois. Et au final, qui reste? Bah, c'est pas les mecs qui bossent 70 heures semaine et qui, voilà, non, ces mecs-là, ils partent. Donc, ils vont se retrouver avec un pays qui, honnêtement, va pas être très joli à regarder. Et moi, c'est ce que je disais. Je disais, dans 20 ans, le passeport français, je sais même pas s'il vaudra quelque chose, quoi, tu vois. Et réellement, moi, je dis aux gens, il faut trouver une nouvelle nationalité parce que tu vas être dans un pays qui va être, ça va être chaud, hein. Le passeport français, c'est un document de la République, les gars. C'est pas votre sang, c'est pas votre histoire, c'est pas vos ancêtres, hein. C'est un putain de document de la République. Si demain la République, elle commence à taxer tous les Français à l'international, vous pouvez refuser votre passeport, hein. Ça veut pas dire que vous refusez d'être français, ça veut dire que vous refusez ce putain de Oui, document c'est de la pas eux République qui française. définissent que vous êtes. Ouais, c'est ça. clair. Et en fait, les pays comme Singapour, les pays comme Dubaï, comme le Panama, comme les États-Unis, ça attire les gens qui veulent bosser, alors que la France, Mais je malheureusement, regardais la elle attire les statistique sur branleurs. les expatriés français. Alors, tu sais que la majorité des Français, ils vont en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Voilà. C'est Canada en premier, États-Unis en second. C'est ça, et ça m'étonne pas. C'est les pays où il y a de la croissance. Donc, les gens qui sont productifs, ils vont là où il y a des gens productifs. Canada, États-Unis. Voilà. Mais même tu prends des pays du tiers-monde, les gens qui veulent bosser de ces pays du tiers-monde, ils viennent pas en France. C'est les Non. branleurs qui veulent toucher des aides sociales qui viennent en France. Exactement. Ouais, Il y avait un mec en finance qui disait ça. Il disait, j'avais mon cousin et j'avais 2 cousins, un qui voulait bosser, un qui voulait rien foutre. Celui qui voulait bosser, il est parti à la City à Londres, et celui qui voulait rien foutre, il est venu en France. C'est Magnifique. exactement ça. C'est triste, hein, mais c'est incroyable comme. Bah, en fait, c'est juste que notre système à nous, il est optimisé pour les aides, et le système anglo-saxon, il est optimisé pour les travailleurs, en fait. Hein. C'est deux façons de voir le monde différentes. C'est clair. Bon, allez, je pense qu'on a fait le tour parce que là, on s'est assez éloigné des tarifs et puis on a bien plombé le moral à tout le monde. En tout cas, Sylvain, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que ça vaut le coup peut-être que tu reviennes, si tu es OK, dans 90 jours, après Après les droits de douane. Après, voilà, pour voir où on en est et pouvoir voir si ça a bougé ou pas, si tu es OK. Et Avec puis, plaisir. en attendant, on va rester dans l'expectative. Dans l'expectative, ouais. On va rester dans l'expectative, voir un peu comment les choses évoluent. En tout cas, merci infiniment. Vous avez les réseaux de Sylvain qu'on vous met là en description et puis dans le chat. Les gens peuvent te suivre sur YouTube globalement. Ouais, exactement. Voilà, donc suivez Sylvain Tiger sur YouTube. En plus, là, il y a une grosse vidéo qui arrive. Il a du contenu de qualité. Vraiment, nous, on l'avait découvert déjà il y a pas mal de temps, puisqu'on l'avait déjà invité pour le live au moment de l'élection de Donald Trump, parce qu'on avait beaucoup aimé son approche. Moi, j'avais vu des shorts. Il me semble que j'avais vu des shorts de toi sur TikTok, peut-être, ou sur Insta, avant de voir la chaîne YouTube. Il me semble que c'est ça, hein. Non, c'est pas ça. On publie un peu sur plein de trucs, donc ouais. Voilà. Et donc, c'est génial. Donc, n'hésitez pas, quoi. Merci les gars, merci Baptiste, merci le Guise, et puis bon live à vous, profitez bien. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, ciao. Bye. À bientôt. Bon, c'était cool, c'était précis, c'était concret. Ouais. Il avait des informations à nous donner, Sylvain, c'est génial. Est-ce qu'on passe à la suite ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Non, je pense que c'est bien, on a fait le tour. C'est vrai qu'on a brassé un peu large, tu vois, parce qu'il n'y avait pas énormément à dire sur les tarifs, sur là où on en était, puisqu'on était un peu dans une... C'est intéressant quand même. Pour le moment. Oui, c'était intéressant, mais c'est vrai que du coup, on sent que comme Sylvain il vient pas à chaque fois, il avait des choses à dire. Donc voilà. C'est vrai. Ça nous a permis de faire des belles petites comparaisons, des belles petites métaphores. On est bon en métaphore. Ouais. Alors maintenant, les gars, on va parler d'un sujet très triste dans cette France où plus rien ne marche. Celui d'Anthony Kefelec, 36 ans, père de famille et qui n'a pas survécu à un arrêt cardiaque survenu le 9 avril 2023 dans le Doubs. En grande détresse respiratoire, il avait ce jour-là composé le 15 et réclamé de l'aide au SAMU, comme on peut le constater dans les extraits audio qui vont suivre, sans que la médecin régulatrice ne prenne la mesure du problème. Vous allez voir, c'est excessivement énervant à écouter comme appel. La praticienne n'a pas su ensuite correctement aiguiller les ambulanciers privés, envoyés trop tardivement au chevet de la victime. Le SAMU, bonjour. Bonjour madame, je vous appelle. En fait, j'ai des douleurs à la poitrine. Nous sommes le 9 avril 2023, il est 17h10. Anthony Kefelec, en détresse respiratoire, compose le 15. Ce père de famille âgé de 36 ans demande du secours, est seul dans sa maison, située à 10 minutes en voiture de l'hôpital de Besançon. À la demande d'une médecin du SAMU, il décrit tant bien que mal ses symptômes caractéristiques d'un infarctus. Brûle, fatigue, ça fait, je sais pas. En fait, je suis tout seul et je panique un peu là, donc je sais pas, j'aimerais bien de l'aide. Oui, mais on est au téléphone, du coup. Donc c'est pour ça que je vous pose des questions, c'est pour adapter mon aide. D'accord? Donc vous êtes J'ai pas le temps, je m'énerve pas, j'ai pas le temps de quoi en fait. Vous avez pas le temps de quoi?
Vous n'avez pas le temps de quoi? Je comprends pas, monsieur, vous n'avez pas le temps de quoi? Est-ce que je peux avoir de l'aide? Oui, eh ben, je suis en train de vous poser des questions pour évaluer la situation et vous envoyer de l'aide. Donc vous n'avez pas le temps de quoi? Au bout du fil, la médecin s'agace. Vous avez pas le temps de quoi? Elle est en train de jouer avec lui, elle lui Ouais. pose la question 5 fois. Laisse jusqu'au bout, tu vas voir. Ah c'est- là 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 là. c'est- Anthony Kefelec, en souffrance et angoissé par ses douleurs, peine à parler. D'accord, mais pourquoi vous me dites que vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le temps de quoi? Oui, j'entends bien, monsieur, mais vous êtes au téléphone avec moi, d'accord? Donc il ne va rien se passer, là. On va se calmer et vous allez essayer de répondre à mes questions. La praticienne poursuit ses investigations à distance sans saisir l'urgence de la situation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de gravité. Ok? Donc essayez de respirer tranquillement. Ouais, j'entends bien. On va venir vous chercher, on va faire le point aux urgences. Anthony Kefelec, qu'on entend respirer avec difficulté, répond à peine. Inquiet de ne voir personne arriver 30 minutes après son premier appel, le père de famille contacte à nouveau le SAMU. Ils sont partis à maintenant. Alors, 17h14, Roger. Mais Merci dans le beaucoup. machin, à mon avis, il doit être en appel. Il y aura personne qui vient. L'ambulance de la société Jussieu, déclenchée sans notion d'urgence par le SAMU, fait au même moment un détour pour déposer un patient à son domicile. Ils vont venir. Oui, oui, ils vont venir, vous inquiétez pas, ils ont été déclenchés. Voilà, monsieur. Merci. Arrivés depuis quelques minutes, les ambulanciers de Jussieu sont démunis. Anthony Kefelec vient de perdre connaissance. Il faudrait une équipe médicale, enfin, je comprends pas ce qui se passe, ils nous parlent tout bien, ils ont une respiration assez bizarre, je comprends pas trop. Sa respiration se limite à des râles d'agonie, appelés gasps. Je pense qu'il est inconscient, enfin. Ok, vous êtes sûr? Ouais. Ah, je sais pas, franchement, là, on est un peu perdu, parce qu'ils nous parlaient tout bien au début, et puis tout ça. Il n'est pas en souffrance Oui. cet homme? Bah, non, franchement, c'est de la confiance. Je pense qu'il fait des bons réflexions. Hein. J'ai du mal à baisser. Il fait des points de récit, il a combien de salles là? On n'arrive pas à voir. Il a une super froide. Ni les ambulanciers, ni la médecin du SAMU ne prennent conscience que son état très critique nécessite un message cardiaque d'urgence. On a dit il est hyper stressé. On peut avoir quelqu'un avec qui on soit parti. Hein. Je sais pas si c'est pas de stress ou. Enfin, Moi j'avais l'impression, en tout cas au téléphone, qu'il était hyper angoissé. L'équipe SMUR, potentiellement disponible dès le premier appel d'Anthony Kefelec 50 minutes plus tôt, est enfin déclenchée. Il est en train de faire une crise cardiaque normale qui soit angoissé, non? Putain. j'avais vu un médecin. Il avait vu un médecin, donc il nous cache quelque chose, putain, quand même. Je vois, il n'a pas dit ça. Je sais pas s'il fait semblant d'être inconscient ou. Malgré les symptômes de l'infarctus, la médecin du SAMU s'obstine dans l'idée que le patient simule ou fait une simple crise d'angoisse. Elle demande aux ambulanciers de réaliser des tests pour conforter ces hypothèses. Écoutez, de toute façon, il arrive. Et puis, c'est bien aussi, vous essayez de... Parce que vous pouvez en attendant. Sur place, les ambulanciers de Jussieu ont enfin pris l'initiative de démarrer une réanimation. Ils rappellent à nouveau le SAMU. Pour un faire appuyer, on a commencé du coup une réa. Ah, il en a un? Bah, il réagissait plus du tout, on a quand même prévu de faire une déconfiance, mais après, du coup, il n'y a plus rien alors. Il en a un. Ouais, on a commencé. Il est déjà trop tard. Au-delà de 5 minutes de no flow, les lésions cérébrales sont généralement irréversibles. Ce terme désigne le laps de temps entre l'arrêt cardiaque et le début du massage. Bah, le SMUR est parti de toute façon. Voilà. Ok. Ah non, merci. Malgré les efforts des urgentistes du SMUR, arrivés sur place en 8 minutes, Anthony Kefelec n'a pas pu être réanimé. Le problème provenait d'une artère bouchée que la pose rapide d'un stent aurait solutionné. En état de mort cérébrale, le trentenaire est déclaré décédé le lendemain. Saisie par la famille d'Anthony Kefelec, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a établi les responsabilités de son décès à 70% pour le CHU et 10% pour la société Jussieu. Ça marche, merci. Bon, on va prendre le temps d'analyser tout ça, si tu veux bien. Évidemment. La première chose qu'il faut comprendre, donc, c'est que au SAMU, ils reçoivent des milliers. Avant de critiquer, parce qu'évidemment c'est extrêmement critiquable. C'est pour ça que je dis qu'on va prendre le temps de faire toutes les choses un par un. Au SAMU, ils reçoivent des milliers d'appels de gens qui littéralement font juste des crises de panique. C'est vrai, tu vois. De gens qui ont un pet de travers, qui ont mal à la cheville, qui ont mal au ventre, etc. Il y a des milliers d'appels. La majorité des appels comme ça sont effectivement des mecs qui n'ont pas du tout d'urgence. Et ça, c'est le premier problème de quand tu ne payes pas. C'est le premier problème du service gratuit, c'est que du coup, tu as un maximum de personnes qui appellent parce que de toute façon, ça leur coûte rien. À partir du moment où tu payes l'ambulance, le SAMU, bah, si tu appelles pour rien, bah, tu paieras pour rien. Bref. Donc, elle,
Donc elle, son boulot, c'est entre autres justement de déceler ça, de déceler si ça mérite ou ça mérite pas. Donc ça, c'est le deuxième problème de quand tu payes pas, c'est que en fait, tu n'es pas un client, on te rend un service. C'est-à-dire que tu appelles le SAMU et comme c'est gratuit, c'est un service qu'on te rend le SAMU. Donc il y a quelqu'un qui doit décider si tu mérites ce service ou pas. La question, elle se pose pas dans un système où tu payes, puisque de toute façon, on t'envoie l'ambulance coûte que coûte. Et puis bah si c'était pour rien, bah tu payeras une ambulance pour rien. Mais au moins on t'envoie coûte que coûte. Ensuite, cette femme, elle est absolument incompétente, bah ça on le voit. C'est-à-dire que en plus, elle est odieuse parce que des erreurs, ça peut arriver. Comme je vous l'ai dit, elles reçoivent des milliers d'appels pour des choses pas graves. Donc là-dessus, bon, ça peut arriver une erreur. Mais là, on voit qu'elle est vraiment incompétente. Elle se fout de la gueule du mec. Elle est odieuse. Pourquoi elles peuvent se permettre d'être comme ça? Encore une fois, parce que c'est un service public. Donc, elle n'a pas de responsabilité de ce qui arrive. Qu'elle fasse son boulot bien ou pas, elle est payée la même chose. Donc, encore un autre problème dû au fait que ce soit un service. J'ai fait des recherches, il n'y a aucune trace comme quoi elle serait virée ou comme quoi elle aurait des Non, problèmes bien avec sûr la que non. justice. Non, bien sûr que non. Ensuite, attention, la suite. Elle décide qu'il n'y a pas de notion d'urgence. Bon, elle se trompe, mais d'accord. Elle envoie donc une ambulance privée, payée avec des fonds publics, hein, je rappelle. Donc du coup, on embauche des ambulanciers privés payés avec des fonds publics, on les envoie. Donc eux, on leur a pas dit que c'était urgent. Ils arrivent sur place, ils sont des Mongoliens. Non mais là, il n'y a pas d'autres termes. C'est-à-dire que les mecs mettent quand même, je sais pas combien de minutes avant de prendre les constantes. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, bon bah finalement, comme ils réagissaient plus, on a pris les constantes et il y a rien. Ça veut dire que là, les gars, alors je sais pas si le vous mec il est comprenez, couché c'est-à-dire sur son lit et il réagit pas, il parle à non, peine. mais même, il y en a pas un qui a pris ne serait-ce que le pouls du mec. Il n'y a pas un gars qui a pris. Ils ont toutes les machines et tout. Hein. Donc les gars, ils ne savent pas reconnaître des gaspes, alors que moi j'ai fait plusieurs stages de secourisme, etc., notamment pour travailler sur les stands de tir, tout ça. C'est quand même un truc qu'on t'apprend quand tu fais du secourisme. Là, s'il vous plaît, c'est des ambulanciers, quoi, un petit peu, de reconnaître un gasp. C'est-à-dire, c'est des respirations symptomatiques d'un mec qui fait un arrêt cardiaque. Ils reconnaissent pas. Oh, il respire juste bizarrement. Personne prend les constantes, donc génial. Mais ces gens-là, c'est pareil. On va les payer. On va les payer avec l'argent public encore. Donc voilà, ça continue. Finalement, avec beaucoup trop de retard, le SAMU arrive et puis ils peuvent plus rien faire, c'est mort. Et un point important que tu viens de dire là avant que tu passes à la suite, c'est que quand c'est toi avec ton argent qui fait appel à un service, tu t'attends à ce que les gens que tu payes donnent un bon service. Quand c'est un fonctionnaire avec de l'argent magique, il s'en fiche d'avoir un mec, il s'en fiche d'avoir un fournisseur bon ou pas. C'est une question Au final, c'est pas vraiment lui qui paye quoi. C'est une question de responsabilité quoi. Son réel non justueux, c'est privé, Baptiste. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est privé. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est des ambulanciers privés, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est un fournisseur de l'État qui offre. C'est des ambulanciers privés qui travaillent avec des fonds publics. Ça j'ai bien compris. Donc, ensuite, on continue. Le vrai SAMU arrive. C'est trop tard pour eux. Ils peuvent rien faire, etc. Bon, on analyse l'appel. On se rend compte, qu'est-ce qu'ils ont dit ? 70% pour le CHU, donc pour 70% pour la médecin du SAMU la médecin au téléphone qui n'a pas fait les bonnes choses, 10% pour les mecs de Jussieu qui ont rien branlé, très bien. Donc j'imagine qu'on va dédommager la famille, parce qu'ils ont quand même perdu un membre, alors ça leur remplacera pas, donc ils vont prendre, je sais pas moi, 70 000, 100 000 euros. Qui va payer ? Nous. Donc nous, on paye le salaire de cette connasse qui branle rien. On paye une ambulance privée qui branle rien, et une fois que tous ces gens ont rien branlé et bien merdé, on paye le dédommagement à la famille. Et le gars, lui qui est mort, lui il paye ses cotisations, il a le droit à un service de merde, il meurt. La famille, ils perdent leur cotisation, ils ont le droit à un service de merde, leur frère, père, etc. meurt. Bref. D'un point de vue justice, ça fait 2 ans que la situation est bloquée au niveau procédural. Une situation insupportable pour les proches du défunt. Même la justice, c'est complètement inefficace. Quoi. Bien sûr. En fait, ça fait 2 ans que la situation est bloquée, qu'ils n'ont pas de réponse, et c'est pour ça qu'ils ont accepté de partager cet extrait audio. Voilà. Donc tout ça, là, tout ce qu'on vient d'avoir, c'est terrible, mais tout ça, c'est symptomatique. Chaque étape est symptomatique de la sécurité sociale. Chaque étape, chaque fois que ça a merdé dans le long processus qu'on vient d'écouter, chaque étape qui a merdé parce que ces publics n'auraient pas pu merder sur du privé. Et là, vous pouvez dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est factuel. En privé, vous appelez le 911 aux États-Unis, on vous envoie une ambulance. Point.
Parce que de toute façon, vous allez payer. Et même si vous avez une assurance et que vous avez appelé pour rien, l'assurance, elle ne va pas vous rembourser. Donc, vous allez payer. Donc, le fait qu'il y ait des milliers d'appels qui saturent pour rien, vous oubliez ça quand vous payez. Le fait qu'on nous refuse de vous envoyer une ambulance alors que vous en avez besoin, vous oubliez ça quand vous payez. Le fait que vous tombiez sur des privés à la place du public qui sont complètement incompétents, vous oubliez ça quand vous payez. Donc tout ça, c'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est dû au service public, c'est dû à la sécurité sociale. C'est un magnifique exemple. Et à la fin, on paye. Parce que normalement, dans un monde normal, cette dame-là, elle a fauté, c'est sa faute. Elle paye. Oui. Dans un monde normal, c'est elle qui paye. C'est elle Tant qui d'un l'a point de tué. vue financier que d'un point de vue justice, que d'un point de vue pénal. Bien sûr, c'est elle qui l'a tué, c'est elle. Eh ben non, c'est pas elle, c'est nous. C'est nous qui payons pour son salaire et c'est nous qui payons quand elle fait une erreur. C'est-à-dire que ces gens-là vont être dédommagés avec de l'argent public. C'est cet homme qui est mort qui paye avec son salaire aussi. Je sais pas si tu sais, C'est ce que j'allais dire. mais- Pour peu que dans la ok. famille, il y en a qui ont des belles cotisations, qui soient chefs d'entreprise, etc. Ben, en fait, c'est carrément juste leur argent. En gros, ce qu'on leur donne, c'est une déduction fiscale, quoi, en gros. On a tué votre père, bon, bah, on vous fait une déduction fiscale. Bah, grosso modo, on en est là, grosso modo. Ça fait rire jeune, hein. Parce qu'en moyenne, je sais pas si C'est tu terrible. savais, mais les cotisations uniquement pour la sécurité sociale, pour la santé, sur un Ouais. salaire moyen, c'est 20% de ton salaire. Non. 20% de ton salaire part en cotisation uniquement pour la santé en France. Et pourquoi? Pour ce service où le mec, il reçoit la mort par négligence, tout simplement. Voilà ce qu'il a eu en retour. Le truc, c'est que vous voyez, ça, bon, au bout de 2 ans, ça n'a pas bougé, ils acceptent de diffuser l'appel et tout. Mais il faut comprendre que dans les hôpitaux publics, dans les services de secours comme ça, c'est tous les jours. Tous les jours. À chaque fois qu'on parle à des médecins, et on en a des témoignages depuis la première fois que j'en ai parlé sur Radio Dixie, je ne compte plus le nombre de témoignages de médecins dans mes DM qui sont venus me dire qu'ils sont entourés d'incompétents, qu'il y a des erreurs médicales qui tuent des patients toutes les semaines dans leurs hôpitaux, qu'avec le devoir de confraternité, ils ne peuvent rien dire, parce que ça c'est bien fait aussi, hein, tu peux pas dénoncer un collègue. La dernière fois, il me donnait l'exemple d'un gars qui était sans insuffisance rénale, à qui ils ont fait passer un scanner avec un produit de contraste, ils l'ont tué. Pour la famille, il est mort de son insuffisance rénale. Point. C'est tout. Pourtant, c'est eux qui l'ont tué avec le produit de contraste. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps. Et c'est le système qui entraîne ces comportements. C'est le système qui entraîne toute cette merde. Parce que comme tu le disais un peu plus tôt, en fait, la réalité, c'est que au-delà de cette conne de médecins et au-delà des médecins qui deviennent nazes à cause de ce système complètement pervers, c'est un système de santé publique français qui est débordé dans tous les sens. Et ils sont obligés de trier les patients d'une façon complètement inacceptable. Et c'est pareil avec les médecins. Les médecins, ils ont 50 patients en attente, ils vont faire des erreurs, forcément. Et donc, c'est tout ce système public de merde qui fait que les Français meurent. Ils vont faire des bon. erreurs, et puis on embauche des médecins étrangers, etc. Et puis encore une fois, c'est du public, ils ont le devoir de confraternité qui les protège, etc. Donc Oui. ils n'ont pas autant de pression, d'accord? Ils n'ont pas autant de pression que s'ils travaillaient pour eux-mêmes. Donc voilà, c'est la même, c'est toujours pareil, le fonctionnariat. Alors il y a plein de très bons médecins en France, il y a plein de gens qui sont investis d'une mission, quand ils prêtent serment, etc., qui y croient fortement. Et ces gens-là, bien sûr, il faut rendre ça à César ce qui est à César, hein. C'est évident. Mais justement, ce sont ces gens-là qui témoignent. Et ce sont ces gens-là qui sont démunis parce qu'ils sont entourés d'incompétents ou parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire, et ainsi de suite. Ces gens-là, c'est d'ailleurs les premiers critiques. C'est marrant d'ailleurs, à chaque fois dans nos émissions, quand on parle de la sécurité sociale, à chaque fois, les gens qui sont le plus critiques sont le personnel de santé, des infirmières, des médecins, je me rappelle des dentistes, etc. À chaque fois dans mes DM, j'ai des mecs qui me disent je suis médecin en médecine interne, je suis chirurgien machin, je suis dentiste, à chaque fois je suis ophtalmologiste et tout. À chaque fois j'en ai dans mes DM et à chaque fois ils me disent c'est une catastrophe la sécurité sociale. C'est vrai, hein, c'est toujours comme ça. C'est normal, hein, parce qu'ils sont confrontés tous les jours. Ils sont dans l'œil du cyclone, évidemment. En fait, c'est les gens qui ont des principes, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais il y a forcément des gens qui n'ont pas de principes et qui se satisfont de ce système de merde. Parce que c'est bien confortable, en fait. Et après, il y a des gens qui sont pas exposés à ça aussi. Il y a des gens, entre guillemets, qui ne réalisent pas. Non, mais je parle vraiment pour les médecins en tant que tels. Hein. Ah oui, pour les gens qui sont dans le cœur du truc. Parce que la réalité, c'est que tous ces médecins, on en revient toujours à la même chose, mec, et c'est ça qui est incroyable. On en revient à la responsabilité. Ouais. Toujours. On en parlait tout à l'heure avec Sylvain, on en parle maintenant. L'État, quand il vient remplacer les échanges consentis, quand il vient remplacer le marché, il enlève la responsabilité aux gens. La responsabilité de bien faire, la responsabilité d'offrir un bon service. Parce que
cette médecin, la praticienne, là, je sais pas comment on dit, cette médecin qui faisait le tri, qu'on a entendu dans Ouais. l'appel, elle peut se permettre d'être aussi désagréable, d'être aussi dédaignante, parce que elle n'a pas besoin Parce qu'elle d'offrir est un bon fonctionnaire. service. C'est une Parce qu'elle est fonctionnaire. fonctionnaire. Exactement. Et c'est ça qui est Exactement. insupportable. Ouais. Ah là 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 là. Tu veux passer à Bon, la allez, suite? vas-y, ouais, enchaîne. Le Canard enchaîné a révélé que l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, premier groupe hospitalier français, avait passé un appel d'offres d'un montant de 1 million d'euros pour des goodies que l'AP-HP distribuera dans les 38 hôpitaux franciliens qu'elle gère. Ceci alors que l'hôpital public étouffe sous la dette. 358 millions de déficit prévus en 2025. Au programme, des gourdes vintage, des meubles siglés, des calendriers de poche en aluminium, des médailles sportives, des sacs en coton, des mousquetons promotionnels et même des cartes à planter contenant des graines à fleurs. Voilà. Et Quand puis tu viens- j'imagine payer à prix d'or, hein, parce qu'on vous l'a déjà montré Oui. à chaque fois, quand c'est pour du public, ils payent les trucs 10 fois le prix. Donc là, ils ont dépensé 1 million, mais c'est pas dit. Normalement, ça devrait leur coûter 3 centimes, hein, les trucs. Ils ont dû les payer 1 ou 2 euros. Donc non, mais c'est dramatique. On marche sur la tête, quoi. Mais encore une fois, il n'y a personne en haut. Il n'y a personne, il n'y a pas un patron qui dit oula, attendez, non, là, c'est mon argent. Tu vois? Non. Donc bah oui, achetons 1 million d'euros de gourdes. Pourquoi? Ah oui, parce qu'on n'a pas assez de respirateurs et de chambres et de. Oui, c'est pas grave ça. Les gens continueront à venir, c'est pas comme s'ils pouvaient aller à la concurrence. On n'a pas assez d'ambulanciers, on n'a pas assez de médecins, on a un père de famille de 38 ans qui meurt ou de 36 ans, mais on achète 1 Achetons des million gourdes. d'euros de gourdes. Achetons des gourdes. Achetons des gourdes vintage. Avec un déficit de 350 millions, une entreprise privée avec un énorme déficit comme ça, jamais elle fait ça. Bah de toute façon, elle puis n'existe plus, hein. Elle n'existe Ouais, plus, c'est ça. c'est fermé déjà, ça a été racheté, Putain, fermé, ouais. terminé, T'as raison. liquidation déjà depuis longtemps. Ouais. Et puis si même par miracle elle existe, jamais elle fait ça. Et puis si même par miracle elle arrive à faire ça, c'est avec son fric qu'elle le fait, quoi. Et puis c'est un enfer de voir ces deux informations l'une à côté de L'une l'autre. après mais l'autre, c'est pas mal, ouais. J'avoue, l'une après l'autre, c'est intéressant. On en revient à 90% des Français qui défendent la sécurité sociale, mec. Ben ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'as c'est bon. 90% des Français qui défendent ce système. qui défendent ça. 90% et encore, je suis sûr qu'on est encore loin du compte, hein, en vrai. Si on fait Bon, un peut-être vrai, plus. si on fait un vrai sondage, un vrai sondage pas truqué où tu demandes aux gens sécurité sociale juste bonne ou mauvaise chose, tu vois, il y a 2 cases. Wow, je pense que là on est à 99%. J'ai été conservateur en disant 90%, ouais. Ouais, t'as été gentil, ouais. T'as été gentil. Ouais. Putain de merde. Bon, allez, ensuite. On va finir sur la dernière actu, les gars. Il y a une enquête récente du JDD qui révèle que l'Union européenne consacre 10 millions d'euros à un programme destiné à mettre en relief d'éventuelles influences coraniques sur la culture européenne. Officiellement, ce programme recense l'influence du texte sacré de l'islam sur la culture européenne entre 1150 et 1850, mais derrière se cache une entreprise plus ambitieuse. Réécrire l'histoire religieuse de l'Europe pour y ancrer l'islam comme une composante intrinsèque. Alors, il faut savoir que les subventions à des entités liées à l'islam politique ne sont pas nouvelles. En 2021, Non, ça, c'est un clair. rapport du Sénat français alertait déjà sur le financement indirect d'associations islamistes via des programmes culturels. Et il y a quelques jours, la Cour des comptes de l'Union européenne révélait que 7,4 milliards d'euros ont été versés par Bruxelles à des ONG entre 2021 et 2023 sans que l'on sache exactement à quoi ces financements ont servi. Il y a 7,4 milliards d'euros de l'Union européenne pour lesquels on n'a pas de traçabilité. On sait juste que ça a été envoyé à des ONG. Bref, ça c'était pour vous mettre en contexte, parce que le courant européen dont on vous parle aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de cette nébuleuse budgétaire, le courant européen entre guillemets évidemment, avec donc près de 10 millions d'euros alloués entre 2019 et 2026, le programme EUQU, The European Quran, je ne sais pas comment on prononce ça, Putain. figure parmi les initiatives les mieux dotées du Conseil européen de la recherche. Le JDD explique que soutenu par une trentaine de chercheurs européens, UUQU affiche un objectif net, démontrer que le courant a façonné la diversité religieuse et culturelle de l'Europe. Sur son site, l'équipe assume vouloir bousculer les identités européennes bien établies. Il n'y a rien qui va. Oui, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on n'en est plus là. Hein. Après,
tu sais, il y a déjà tellement là, on parle de grosses choses à niveau européen, mais tu sais déjà à niveau local, combien de scandales de maires, de départements, de régions qui donnent des terrains pour des mosquées, qui ont des accords pour des financements, tu sais, qui laissent des financements étrangers entrer, qui donnent qui aident à faire construire des centres culturels, blablabla. Enfin, c'est déjà, tu sais, à niveau local, c'est déjà complètement empoisonné, etc. Donc maintenant que ce soit à plus gros niveau, à niveau européen, bah, de toute façon, C'est à tous on les en est là, niveaux on le partout, sait. quoi. Bah oui. Ouais. Ah oui. Au cœur de la polémique, pour vous donner un peu plus d'infos, on trouve John Tolan, professeur d'histoire médiévale à l'université de Nantes, proche des frères musulmans. Il supervise ce projet qui prévoit de nombreuses expositions et la publication d'un livre grand public coécrit par Naïma Afif, traductrice des écrits de Hassan El-Banna, fondateur des frères musulmans. Une BD pédagogique, Safar, l'histoire du Coran en Europe, ciblant explicitement les jeunes, est également au programme. Donc en fait, Tout ça financé avec l'argent public, avec bien sûr l'accord de tout le monde. Ça, ce qui est bien, c'est qu'ils nous demandent notre avis. Tu vois. C'est bien, c'est qu'ils font pas ce qu'ils veulent avec notre fric sans demander à personne. Tu sais. C'est ça qui est bien. c'est exactement ça, mec. Tu as l'argent des Français, des Européens, qui Ouais, l'auraient extorqué ils font ce qu'ils veulent. pour Ouais. cracher sur leur histoire, et les grands remplacés. Les Français, ils sont grands, les Européens, ils sont grands remplacés physiquement à cause de l'État qui gère pas les frontières, mais ils sont aussi grands remplacés idéologiquement, parce que tous ces progressistes-là, Ouais. ils poussent ce multiculturalisme Ah oui, oui. avec Non, leur argent. et puis j'ai envie de dire, même, imaginons que ce soit pas. Même que ce soit un autre sujet, en fait. En fait, enfin, en quoi c'est le rôle tu vois, de l'Union européenne de faire ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'Union européenne, c'était censé être un truc pour avoir des accords, euh, des accords commerciaux, faciliter les accords commerciaux en Europe, faciliter la coercition, enfin la collaboration militaire, faciliter la production de gros projets comme la conquête spatiale, etc. C'est comme ça qu'on a vendu l'Union européenne, tu vois. Donc, comment on vient de ça, de dire on fait des accords pour voilà, des collaborations commerciales, militaires et autres, non, mais maintenant, on organise des trucs culturels. Maintenant, l'Union européenne, c'est devenu la pieuvre tentaculaire qui peut faire tout et n'importe quoi. Vraiment, complètement en roue libre. Tu sais, enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est vraiment. Et puis, encore une fois, là, on parle de ça, mais j'allais dire dans 2 jours, mais dans 3 heures, ça y est, c'est oublié, il y a autre chose. De toute façon, c'est vraiment. Et puis, personne ne pourra s'y opposer. On pourra gueuler autant qu'on veut, on pourra faire ce qu'on veut, ça ne changera rien. Et puis, il y en aura d'autres, et puis, ils feront encore, et puis voilà, et puis ça, c'est ceux qui arrivent jusqu'à nos oreilles. Mais on est complètement impuissant face à ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, rebellez-vous pas, peu importe. C'est vraiment la dictature totale. Il y a vraiment, il y a même plus de, tu sais, on en a vraiment plus rien à foutre, quoi. C'est les mecs sont complètement, il y a plus aucune limite. Ils font vraiment tout ce qu'ils veulent, sans que plus personne ne puisse mettre un stop à quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment terrible. T'as raison, mec. À l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fout à financer des associations, des ONG, et Mais parmi même si tout ce c'était qu'elle pas musulman, finance. tu vois, quel rapport avec l'Union européenne, quoi, de Non, c'est base? ça, ouais, des associations, des ONG, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est, comme tu le dis très bien. Mais c'est vrai que c'est encore pire quand c'est là pour venir cracher à la gueule de l'histoire des Européens. Et entre 2021 et 2023, comme je te disais un peu plus tôt, il y a 7 milliards qui ont été versés sans aucune traçabilité. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils se foutent plein d'argent dans les poches, il y a plein de Je te dis, corruption, ça, c'est ce qui vient à nos ils donnent de oreilles. l'argent à qui ils veulent. Oui, ça c'est la Ça, Cour c'est des ce qui comptes vient de à nos l'Union oreilles. européenne qui le dit. Mais il y en a Ouais. combien qui sont faits comme ça, sans même qu'on en entende parler, quoi? Mais au final, même si rien va changer, qu'il faut attendre que ça se casse la gueule, tout ça, c'est des exemples excellents pour faire la guerre Non, mais médiatique, la guerre culturelle, c'est important et pour idéologiquement, que bien sûr. C'est parce important. que chacun de ces exemples, mec, dit sur Radio Dixie, c'est 10 personnes qui commencent à comprendre Bien sûr, que non, mais c'est l'État-providence, important. c'est de la merde. C'est important de savoir déjà que la pieuvre existe, tu vois. Même si tu peux pas la combattre, il faut quand même savoir que que ça existe, tu vois. C'est important. Le premier truc pour combattre la dictature, c'est de se rendre compte qu'on est en dictature. Et ça, c'est quasiment le plus gros travail pour le moment. Le plus gros boulot, il est là déjà. C'est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont dans une dictature. Tu vois, les gens rient, beaucoup de gens rient quand tu leur dis la France est une dictature. Ils disent ça se voit que tu sais pas ce que c'est une dictature. Ah bon, parce que toi tu sais. Ils te disent ça comme si eux ils avaient grandi dans les camps maoïstes. Non, en fait, eux ce qu'ils savent de ce que c'est une dictature, c'est ce que la dictature leur dit ce que c'est. Donc bon. Putain, ouais. Donc c'est le premier truc important, c'est de se rendre compte qu'on est dans un État totalitaire, que l'Union européenne est une officine totalitaire, et il faut vraiment que les gens se rendent compte, quoi, qu'il n'y a plus une once de démocratie comme on l'entend à l'ancienne, tu vois, dans tout ce qui est fait, quoi.
Et le problème avec les droitards socialistes, les nationalistes socialistes, c'est qu'ils comprennent pas qu'à partir du moment où tu veux avoir de l'État gros partout, c'est forcément de la merde. Mais toi, tu dis souvent ça, les droitards socialistes et tout, mais en vérité, il faut. Enfin, j'en parlais là il n'y a pas longtemps. Je pense que là, on a trop démocratisé le terme droitard, machin, etc. Et en fait, moi C'est qui même pas des essaye de droitards, en regarder fait. un peu ce qui se fait sur les réseaux, exactement, en fait, il y a très peu de gens de droite. Dans les gens qui se revendiquent de droite, les gens ne savent pas ce que c'est que la droite. Les gens ne savent pas ce que c'est que la droite. Donc en vérité, ils se pensent de droite parce qu'ils sont contre l'immigration. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être absolument opposé à l'immigration et être de gauche. Georges Marchais était absolument opposé à l'immigration. Georges Marchais était anti-islam. Il pensait qu'il fallait raser les mosquées au bulldozer. À ce que je sache, c'était un communiste. Ah ouais, ça va. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être contre l'immigration et vous êtes plus de droite. Quelqu'un qui est pour... quelqu'un qui va être contre la laïcité, pour la propriété individuelle, pour la famille traditionnelle et patriote, et qui est pour une immigration modérée, on va dire, il est plus de droite qu'un mec qui est pas qui est laïciste, anti-armes, pro-socialiste, etc., et qui est pour une immigration zéro. L'immigration, le fait que vous n'aimiez pas les Arabes, ça ne fait pas vous quelqu'un de droite. Non mais, et aujourd'hui, en fait, je me retrouve trop entouré de personnes où on m'envoie des mecs dire ouais, c'est un droitard. Mais c'est pas des droitards, ils ont aucune idée de droite. La droite, c'est la famille traditionnelle, la propriété individuelle, Dieu et la patrie. Quel rapport avec Dieu, les gens vont vous montrer Dieu, quel rapport avec le Front National? Quel Dieu, rapport liberté, avec patrie. oui, quel Tu rapport prends- avec Némésis? Quel tu rapport prends avec la moitié, 80% des mecs qui sont sur TikTok, sur les réseaux, etc. Non mais, vous voyez, à un Aujourd'hui, moment, comme c'est personne de pas... droite, mec, on a qui? Des vraies personnes de droite. On a Papacito, on a, Non, comment mais- il s'appelle? Laurent Berton, lui, c'est un vrai gars de Oui, droite. mais Papacito, même c'est un vrai gars de Julien droite. Rochdy aussi. D'ailleurs, Julien Rochdy, il a écrit le livre Philosophie de Oui. droite, où justement il réexplique ce que c'est la droite. Et je pense que... Et c'est son livre qui s'est le moins bien vendu. C'est quand même con, hein. C'est son livre Ça qui s'est veut moins dire bien beaucoup. vendu. Et là, ce livre-là, je pense que si vous prenez des gens que vous connaissez, et même vous-même, hein, certains, vous lisez ce livre et regardez si vous correspondez aux critères, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas de droite. Il y a beaucoup de gens qui se rendraient compte d'eux-mêmes qui ne sont pas de droite. Pas du tout. Qui partagent des idées autres, tu vois, qui sont souverainistes certainement, qui sont voilà, sur plein de choses, mais pas de droite comme on entend la droite traditionnelle. Vraiment pas. C'est vrai, oui, il y a Alexandre Cormier-Denis, oui, il y a des gens comme ça. Non, mais même Éric Zemmour, etc., je pense que c'est des gens qui sont quand même plus de droite, tu vois. Mais dans eux-mêmes, est-ce qu'ils soient de droite, c'est une chose. Après, est-ce que le programme ou est-ce que la capacité qu'ils ont à œuvrer est vraiment, tu vois, pour les idées traditionnelles, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais bon. C'est vrai. Mais En plus, tu regardes l'extrême oui. droite, tu regardes l'extrême droite française, enfin ce qu'on appelle l'extrême droite. Tu regardes l'extrême droite allemande qui elle est beaucoup plus libérale. Mais la réalité, c'est que la chef de l'extrême droite allemande, c'est une lesbienne qui vit avec sa femme. Le RN, c'est rempli d'homosexuels. Bah, je veux dire, attends, tu vois, je viens d'avoir d'avoir à l'instant. Non, mais le coup des RN et des homosexuels, ça c'est incroyable. Je viens d'avoir cette semaine, ils se reconnaîtront, un couple de clients qui me dit qu'ils sont des jeunes catholiques, tu vois, traditionnels, vraiment, tu vois. Oui. Et qui sont allés un jour à une réunion du RN de leur, je crois que c'était de leur région, tu sais. Et ils sont arrivés, donc il y avait, je sais plus, une réunion, un truc, et après les gens se retrouvaient dans un bar, ils m'ont dit, on est parti parce qu'il n'y avait que des hommes qui commençaient à se rouler des pelles. Non mais réellement, faut bien comprendre qu'aujourd'hui le bureau du RN c'est 80% d'homosexuels. Ouais, Aujourd'hui, le bureau du RN, c'est 80% d'homosexuels. Aujourd'hui, le RN, ce sont des homosexuels qui n'aiment pas les Arabes. Point. C'est tout ce qui... Non, mais c'est ça. C'est des homosexuels qui en ont marre de se faire agresser par les Arabes. Voilà. Terminé. Ça, hein. On en est là. C'est ça, la droite. C'est des marxistes homosexuels qui aiment pas les Arabes. Ouais, marxistes, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui ne sont pas de droite du tout. Mec, ils sont tous pour conserver 60% de dépenses publiques au RN. 60% de dépenses publiques. Tu craques, Baptiste, mais vous vous en rendez pas compte. Allez-y. Je pense que vous vous rendez pas compte. Non, mais vraiment, on dirait que j'exagère. Allez-y.
Oui, c'est le parti avec le plus de députés homosexuels, bien sûr. C'est le parti de Ouais. tous les partis avec le plus de députés homosexuels. Non, C'est mais la vérité. tu regardes t'as pas besoin d'aller dans des réunions de village, hein, tu regardes les figures publiques du RN, t'as déjà la réponse. Ouais. Ah oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc non, faut bien comprendre. Donc aujourd'hui comme la droite, des gens qui portent des idées de droite en France, comme on entendait la droite, je parle d'après-guerre, la droite, je crois, enfin, ça n'existe quasiment plus. Ça Liberté, représente plus de 2%. responsabilité, catholicisme, tradition, ça Ouais, existe pas ouais. en France. Non, bien sûr. Mais moi, je prends souvent ces trucs. Je dis, si tu devais demander à des gens, est-ce que les 3 points fondamentaux tu vois, dans la vie, c'est Dieu, la famille, la patrie, tu vois? Quel pourcentage, vraiment, en France, te dirait oui? Te dirait oui, c'est ça. Ouais, non. Faut comprendre qu'en France, là, j'ai regardé tout à l'heure, hein, il y a 1,1 million de personnes qui vont à la messe. C'est rien. Voilà. Donc sur 70 millions de Français, il y a 1,1 million de personnes qui vont à la messe. Sur ces 1,1 million de personnes qui vont à la messe, il y a beaucoup de vieux qui sont complètement à la ramasse, qui sont des cathos-gauchistes, voilà, qui ont absolument rien compris aux évangiles et qui sont là parce que, en fait, par tradition entre guillemets, mais qui votent Macron. Donc, enfin, à un On est loin du moment, compte, ouais. On est oui, loin du compte, ouais. oui, Ah, mais très loin du compte. c'est ça que ça fait, mec, des décennies de lavage de cerveau par l'État, à travers l'école, l'université, le financement des médias, le financement de la culture. La déresponsabilisation à travers les aides sociales, ça crée des poissons en aquarium nazes. Et c'est ça la France aujourd'hui. Mais, Et puis pour terminer, ce que je te si propose. moi tu me dis, qu'est-ce que ce serait? Imaginons qu'on n'ait pas de problème d'immigration en France. Ok? Imaginons. Hein. La droite, ça n'existerait même plus. Putain. Si demain tu enlèves le problème de l'immigration en France, parce que là les gens ils votent vraiment Front National Zemmour juste pour l'immigration, c'est vraiment, enfin c'est la très grande majorité, c'est pour ça. Si demain tu enlèves ce problème d'immigration, mais la droite, qui va vraiment se battre pour ils s'en battent les couilles. Alors oui, les gens voudront pas les transsexuels et tout parce que c'est trop, tu vois. Mais bon, à part, tu vois, je veux dire, tant que t'exagères pas vraiment en mettant des trans et tout dans leurs écoles et tout, globalement, le truc le plus à droite, ce sera Macron. Donc en fait, les rebeux, ça nous permet de sombrer moins rapidement vers le marxisme. Vers le gauchisme, du moins. Vers le gauchisme. C'est possible. Je pense qu'il y a un paquet de mecs qui viennent à la droite parce qu'ils se font agresser par des Arabes et qu'ils en ont marre. Hein. Je pense que c'est globalement c'est ça. En fait, la France sans les Arabes, ce serait la même merde avec moins de coups de couteau dans la rue. Bah ouais, mais ce serait peut-être même pire sur certaines autres choses, tu vois. Mais bon, globalement, ça irait mieux quand même si on n'avait pas d'immigration, c'est sûr. Hein. Globalement, ça irait mieux. Mais je parle vraiment, si on parle juste du partage idéologique, tu vois, bah, je pense que le parti le plus à droite, dans les trucs qui ferait pas 1% et tout, hein, je parle dans les partis majoritaires, le parti qui est le plus à droite serait comment ça s'appelle déjà La France en marche. Non, j'ai déjà oublié le nom. Ensemble. C'est quoi le parti d'Emmanuel Macron déjà? C'est pas Ensemble? C'est pas En Marche? On n'arrive même plus à Marche. connaître le nom du parti qui est au pouvoir. C'est professionnel. C'est le mec au pouvoir. Bon, ce serait Macron, quoi. Ce serait Macron, en gros. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est aussi pour ça, mec, que les mecs qui partent. Ah, Renaissance, ça s'appelle Renaissance, voilà. Renaissance, ok. Ouais. Les mecs, en gros, c'est Renaissance. Et c'est pour ça que les mecs qui partagent nos idées, comme Sylvain Tiger, ou comme plein de gens qui viennent sur nos émissions, ou sur même mon émission Les Méchants Capitalistes, ou sur Ton Patron à toi, on a une personne sur deux qui vient sur nos émissions qui se barre de France. Soit ils s'en vont, soit c'est des gens qui vivent en sécession, tu vois, reculés, et qui d'ailleurs ne suivent pas les réseaux, quasiment pas, tu sais, qui suivent personne de tout ça, très peu en tout cas. Qui essayent de vivre vraiment en marche parce qu'ils se reconnaissent dans rien, en fait. Ils se reconnaissent dans rien. Ça c'est vrai. Moi, j'en ai beaucoup, hein, des clients, des gars comme ça, qui sont vraiment des gens comme nous, très similaires, et qui en fait me disent, bah moi, je te suis parce qu'on m'a montré un truc et tout, mais en vrai, j'ai pas TikTok, tu vois, enfin, tu sais, je regarde personne, machin, et puis ils font des activités de chez eux, tu vois, des trucs. Mais voilà, tu sais, ils sont complètement coupés du reste parce qu'en fait, notre modo Pierre Béguet, quoi. De la chaîne comme Pierre. Ouais, c'est vrai.
Allez voir sa chaîne Lagrange sur YouTube d'ailleurs, si vous êtes libertarien et que vous aimez la ruralité, la chasse, les armes à feu, etc. Et puis la République a détruit la France malheureusement, a détruit les Français. On va finir de manière très positive comme à chaque fois. Ouais, ouais, on s'est pas marré. Hein. Il y putain, avait c'est moins de dur. blagues. Il y avait moins de blagues. Ouais. Ce sera pour une prochaine fois. Tu On veux va vous raconter une divertir. blague pour finir Tu veux raconter une blague pour finir sur une blague Est-ce que t'as une blague, Est-ce que t'as une blague toi? J'en ai, mais il y en a aucune qui peuvent passer sur Twitch. Vraiment? Bah, là, toutes celles qui me viennent toutes celles qui me viennent en tête, en tout cas. Ouais, j'en fais une et puis tu la mettras pas au pire. J'en fais Je une. la couperai si ça te rend encore. Ouais. C'est un immeuble. Au premier étage, il y a une famille française. Au deuxième étage, il y a une famille algérienne. Et au troisième étage, il y a une famille malienne. L'école, l'immeuble, il brûle. Qui survit? T'as les Français, les Algériens et les Maliens. Maliens. Au dernier étage. L'immeuble Ouais. brûle, qui survit? Je sais pas. C'est les Français parce que les parents ils sont au travail et les enfants à l'école. Ah, c'est en plein dans le thème. Ah, ça va, elle passe. Ça va, Voilà, elle passe. ouais, ça passe plus ou moins. Allez, on vous laisse là-dessus. Merci Baptiste, merci tout le monde. À la prochaine fois. Ciao les gars. À bientôt, ciao.